Bonsoir tout le monde, à toutes et à tous. Voilà, merci d'être présent pour cette troisième édition de l'Université des savoirs associatifs qui est organisée par le collectif des associations citoyennes. Et ce soir, on a le plaisir d'être accueillis à la salle Saint-Bruno. On est déjà venu. Merci Estelle, toute l'équipe de la salle Saint-Bruno qui nous accueille ce soir pour cette troisième édition. Ce soir, on va être réunis autour du livre. D'abord en premier d'Adeline de l'Épinay, avec le livre Organisons-nous, dont on va discuter ce soir. Donc merci d'être avec nous ce soir. Et pour discuter, dans une première intention, on a deux invités. D'abord, la locale de l'étape, qui est du coin, qui nous accueille aussi, Lydie Quentin, dont des enfants de la Goutte d'Or, donc qui a accepté de venir discuter avec Adeline et avec nous ce soir, de son point de vue, de son engagement à elle. Et puis Patrick Nivol, qui est avec nous ce soir, qui est, si je ne me trompe pas, vice-président de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture d'Île-de-France. Je voudrais excuser Michel Rio-Sarcey, qui devait être avec nous, mais nous a appelé aujourd'hui et la grippe l'a rattrapée et elle n'est pas en état de se déplacer. Une grippe normale, je vous rassure, enfin j'espère pour elle, et pour ceux qui ont été en contact. Donc Michel Rio-Sarcey ne sera pas là ce soir, donc c'est peut-être moi qui ferai rapidement le troisième discutant s'il y a besoin. Donc je ne me suis pas présenté, donc Gilles Rouby, je suis l'actuel président du collectif des associations citoyennes, et je ne suis pas un régional de l'étape puisque j'habite Le Mans, dans la Sarthe. Donc je dis troisième édition, on a déjà eu le plaisir d'avoir deux étapes précédemment. La première c'est Jean-Louis Laville qui est un chercheur qui a la chaire de l'économie sociale et solidaire au CNAM, qui nous a accueillis autour des questions de l'associationnisme et de l'histoire des associations au XIXe siècle, et comment est-ce qu'elles se prolongent aujourd'hui, comment est-ce que peut-être il faudrait qu'on revienne à cette histoire de la solidarité. Donc voilà. Et puis la deuxième édition, c'était avec notre ami Didier Minot, qui est un des fondateurs historiques du collectif des associations citoyennes, qui a écrit un ouvrage sur la philanthropie et les associations, comment est-ce que les financements se déplacent pour aller des subventions vers l'appel à des financements privés et qui mettent notre secteur bien en difficulté. Donc voilà, c'était les deux premières étapes. Et comme à chaque fois, ces étapes sont suivies d'un arpentage. Donc un arpentage, c'est une nouvelle rencontre entre nous que je vous propose, où cette fois-là, on ne serait plus dans une discussion avec l'auteur, même s'il peut être présent, ça c'est autre chose, mais on sera dans un travail collectif sur le livre et l'écrit, s'approprier le contenu d'un livre dans une démarche d'éducation populaire, pour ce qui concerne l'arpentage, peut-être qu'on me contredira, je ne sais pas. Et donc, on fera ça, ce sera le 28 mars au siège du CICP, et comme bien sûr tout le monde aura pensé à nous laisser son adresse mail là-bas et à signaler sa présence, vous recevrez par mail les informations, et à défaut, vous les trouverez toujours soit en nous contactant, soit sur le site du collectif des associations citoyennes. Donc dans l'organisation de la soirée, on aura d'abord donc Adeline qui va nous parler de ses rencontres associatives en France et aux États-Unis, et qui va nous emmener à explorer un univers que l'on connaît, mais aussi que l'on apprend aussi à découvrir. J'ai découvert beaucoup de choses dans ce livre. Aussi sous forme d'injonction à s'organiser. Donc voilà, est-ce qu'on y répond, est-ce qu'il ne répond pas, et quels sont les enjeux autour de cette notion, la notion des mobilisations associatives, les mobilisations pour des causes que l'on peut avoir, et c'est donc Adeline va nous donner les éléments, et ensuite, bon là pendant 20-30 minutes, on verra, et puis ensuite pendant une dizaine de minutes, nos discutants pourront donner leur point de vue, leur approche, à partir de leur propre expérience, et bien sûr, après l'échange il se fera entre nous, avec tout le monde, pour qu'on puisse se questionner, s'interroger et surtout discuter, échanger. C'est ce qui est important, de pouvoir approfondir un petit peu les champs de connaissances et partir dans cette exploration, une nouvelle exploration du secteur associatif. Donc après l'économie sociale et solidaire, après les finances, place à l'organisation. Merci beaucoup pour l'invitation déjà du collectif des associations citoyennes, et merci beaucoup à vous toutes et tous d'être là. Je vais essayer de vous présenter un petit peu le bouquin. Est-ce qu'il y a besoin de prendre le micro? Est-ce qu'il y a besoin du micro Non, c'est bon. Si, il faut le prendre. Lequel du coup? Je suis là. Ok, alors. En plus comme ça vous m'entendez mieux. Ok. S'il y en a qui se trouvent un peu loin, il y a des places à l'avant, pour info.
Donc oui, je vais essayer de vous présenter le bouquin, et puis comme ça, après, on pourra en discuter d'abord ensemble, et puis avec vous. Donc je suis très contente de vous partager ce bouquin qui est en fait le résultat temporaire de mon parcours. C'est un bouquin qui vient des expériences que j'ai eues. C'est pas des savoirs, c'est plutôt des expériences sur lesquelles j'ai voulu revenir. Et c'est de ça qu'est né le bouquin. Donc je vais vous présenter un peu ça. Et en fait, la base de l'histoire de ce bouquin, c'est un moment où moi j'avais besoin de faire le point sur mon parcours, sur mes expériences, aussi dans un contexte qui est assez paradoxal, je trouve. À la fois, on est dans un moment où on a une victoire culturelle du néolibéralisme qui est très forte, c'est-à-dire que la croyance que quand on veut, on peut, que le chacun pour soi est quand même assez forte. Aujourd'hui, quand on a Macron qui nous dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, et que ça paraît presque normal, on se dit, mince, en fait, cette croyance-là, elle est devenue majoritaire. Et à la fois, parallèlement à cette croyance du quand on veut, on peut, chacun pour soi, on a beaucoup de développement de mouvements collectifs, que ce soit, il y a tous les mouvements des places, avec en France Nuit debout, il y a eu les marches pour le climat en septembre, qui sont des mouvements qui ne naissent pas de mouvements déjà existants, traditionnels, le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, en matière de féminisme, le mouvement MeToo, qui sont des mouvements très forts et très collectifs, mais qui se développent en dehors des organisations collectives traditionnelles. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal questionné et qui non seulement se développe en dehors, mais en plus très souvent les rejette, au moins donne l'impression de les rejeter, produisent un discours de temps en temps anti-syndical, anti-parti, etc. Et donc ça donne des nouvelles formes d'organisation qui, en plus, et ça me questionne aussi, reprennent certains principes qui sont généralement mis en œuvre dans l'associatif, qui sont raccrochés à des pratiques d'éducation populaire. Et donc, ça m'a questionnée. Je me dis, comment est-ce que ça questionne l'organisation collective ? En sachant que moi, l'éducation populaire, c'est de là d'où je viens. Avant, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Hein. J'ai mis un peu de temps à connaître ne serait-ce que le terme, et je pense on va en parler, mais on met tous et toutes des définitions différentes derrière ça. Mais moi, j'ai grandi là-dedans, donc a priori, c'est les valeurs qui me portent. L'éducation populaire, pour moi, c'est tout l'enjeu de s'émanciper par nous-mêmes, de nous regrouper pour construire notre émancipation. Et ça donne une grande importance au collectif, ce qui nécessite de se regrouper le plus largement possible. C'est incompatible avec un entre-soi. L'idée d'éducation populaire veut qu'on se regroupe largement. Avec une période où moi, dans mon milieu d'éducation populaire, je vois aussi une dérive, ce que moi je pense être une dérive, c'est-à-dire une limite... des pratiques qui se limitent de temps en temps à du développement personnel et où on va utiliser des pratiques et des méthodes pour se sentir bien ensemble, pour se sentir bien individuellement. Et donc, on est à la limite d'un développement personnel, ce qui n'est pas un problème, se sentir bien, c'est bien. Mais par contre, on n'est plus dans le politique, on n'est plus dans la transformation sociale. Donc ça m'interrogeait aussi. Du coup, parallèlement à ça, moi, j'ai toute une pratique militante, en sachant que moi, j'y suis venue assez tard, en fait, à cette pratique militante en tant que, nommée militante. Moi, je viens plus d'un milieu associatif, mais la pratique militante, syndicale, politique, ça m'est venu assez tard, parce que c'est un entre-soi auquel moi, je n'appartiens pas. Je viens pas d'une famille qui serait... j'ai une famille très impliquée d'un point de vue associatif, mais pas là. Du coup, ça fait que je ressens assez fort la déconnexion que plein de gens peuvent ressentir par rapport au syndicalisme, par rapport aux organisations politiques. Ça me paraît complètement normal de se sentir extérieur à ça, parce que je l'ai moi-même été, même si aujourd'hui je ne le suis plus. Et à la fois, dans ces pratiques militantes que j'ai découvertes, dans lesquelles je suis rentrée assez tard, se pose la question de l'efficacité, parce que n'ayant pas cette pratique-là, c'est vrai que moi j'ai toujours une petite question sur est-ce que ce qu'on fait est utile ? Typiquement, est-ce que faire une manif de République à Bastille, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et donc, n'ayant pas comme c'est pas un réflexe pour moi de me dire ça va pas, on va faire une manif, je peux pas m'empêcher de penser qu'est-ce que ça produit. Et donc, c'est là que j'ai découvert le community organizing, qui est un des sujets principaux du bouquin aussi, qui est une pratique qui vient des États-Unis, qui est
qui en tant que tel n'existe très très peu en France, qui a pour principe de se regrouper pour être efficace, pour changer les choses. Donc cette notion d'efficacité est très très présente dans le community organizing, sur le principe que si on veut changer les choses, il faut qu'on s'en donne les moyens et il faut qu'on se donne les moyens de changer vraiment les choses. Et à la fois, il y a beaucoup de liens avec l'éducation populaire dans le community organizing, puisque pour être efficace, il faut qu'on soit nombreux. Donc, il y a cette notion de sortie de l'entre-soi qui est très, très forte. Enfin, du coup, je retrouvais dans le community organizing beaucoup de questions que je me posais à la fois dans l'éducation populaire et dans le militantisme. Du coup, moi, dans mon parcours, ça a amené le fait que j'ai quitté mon boulot pour pratiquer le community organizing. Et donc, j'ai rejoint une organisation qui se créait et qui a pratiqué le community organizing à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, pendant 2 ans. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et c'est une pratique qui m'a posé énormément de problèmes, beaucoup de questions, et sur laquelle du coup j'ai eu besoin de revenir, de comprendre c'était quoi ces problèmes que ça me posait et de comprendre où était vraiment le problème. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai demandé et obtenu une bourse pour partir aux États-Unis, où j'ai pu rencontrer plein d'organisers, comme on les appelle, c'est-à-dire des gens qui pratiquent l'organizing, me rendre compte qu'en fait, ils se posent les mêmes questions, que cette pratique a beau être presque centenaire là-bas, ils n'ont pas répondu à ces questions-là, et malgré tout, ils le pratiquent. Donc ça, voilà. Et c'est un peu le résultat de cette recherche qui a donné le bouquin. Voilà, dans ce bouquin, en fait, je reprends toutes les questions qu'a priori on se pose toutes et toutes. Il n'y a pas, voilà, c'est toutes les questions qui se posent dès lors qu'on essaie d'agir. J'ai essayé de reprendre ça en utilisant les démarches de l'éducation populaire et du militantisme pour les confronter avec les méthodes de l'organizing. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit le bouquin. Peut-être pour juste qu'on parle de la même chose, plus ou moins. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? Qu'est-ce que c'est que l'organizing? Je vais peut-être vous prendre un peu de temps là-dessus. Déjà, c'est des pratiques très variées. Il ne s'agit pas de généraliser et de dire l'éducation populaire, c'est ça, le community organizing, c'est ça. C'est des pratiques extrêmement variées, donc je vais vous proposer des définitions, mais ça n'a pas vocation scientifique, encore une fois. Donc, éducation populaire, pour moi, le truc principal, c'est que c'est des pratiques collectives qui ont pour but de nous émanciper ensemble, donc comprendre le monde dans lequel on est pour pouvoir le transformer. Donc, ce lien entre savoir et action qui est très fort. Des pratiques d'éducation populaire qui sont très diverses, qui pour moi viennent de 3 histoires différentes. Une histoire qui vient de la Révolution française, où on a une bourgeoisie éclairée qui, au moment où le droit de vote est donné de façon universelle aux hommes, non pas aux femmes, pense qu'il faut éclairer le peuple. Donc on est dans une pratique descendante d'aller éduquer les autres contre l'obscurantisme de l'Église catholique à l'époque. On a à côté de ça une tradition qui vient plus du christianisme social, qui lutte contre la misère. Et on a une 3e tradition qui est celle dans laquelle moi je me reconnais le plus, qui est celle du mouvement ouvrier, et qui est se regrouper entre nous, entre opprimés, entre exploités, pour comprendre nos situations, pour pouvoir les transformer. Donc ça donne des pratiques différentes d'éducation populaire. Et tout ça, globalement, l'éducation populaire, très souvent, c'est réduit à des méthodes pour transmettre les savoirs. C'est confondu avec de la pédagogie. Pour moi, c'est très différent. On peut user de pédagogie dans l'éducation populaire, mais l'éducation populaire, ça ne consiste pas à mettre en œuvre des pédagogies. C'est plutôt produire les savoirs qui vont nous être utiles pour passer à l'action. C'est aller chercher, partir de nos expériences pour comprendre nos situations, les analyser ensemble pour pouvoir les transformer. Voilà pour ce que je propose comme définition de l'éducation populaire. Pour l'organizing, donc l'organizing, terme américain que je choisis de ne pas traduire parce que, comme c'est une pratique américaine, je ne vois pas l'intérêt de la traduire, même si certains le font. Et ça veut dire s'organiser. Donc en soi, s'organiser, on n'a pas attendu l'organizing pour s'organiser. En soi, s'organiser, c'est assez universel. Mais la spécificité de l'organizing, c'est d'être vraiment un corpus de méthodes très, très stratégisées, très à la limite taylorisé, c'est-à-dire que d'abord on fait ça, c'est très, 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 très stratégisé, dans le but de chercher l'efficacité dans nos actions. Il faut savoir qu'aux États-Unis, on a des centaines de bouquins sur comment s'organiser, comment négocier, comment créer du pouvoir. Et ça, il y a des bibliothèques entières de méthodes pour s'organiser. C'est quelque chose qui est assez peu connu en France, on n'a pas trop ça. Là-bas, c'est d'une banalité sans nom. Et c'est cette culture de l'organizing, en fait, qu'il y aurait des méthodes pour faire ça. Il y a 3 principes à l'organizing, c'est que déjà, l'union fait la force. Donc,
penser que l'union fait la force, ça veut dire qu'il va falloir s'unir. Ça, c'est tout bête, mais c'est partir de là. Et ça veut dire que notre énergie, avant tout, elle va être consacrée à se réunir. Ça veut dire aller vers les autres. C'est là où l'organizing fait du porte-à-porte, va faire des maraudes, va sur les quais de gare, va à la rencontre des gens dans le but de se regrouper. Or ça, comme ça demande du temps, l'organizing fait le choix d'avoir des salariés pour faire ça. Moi, quand j'étais organizer, je faisais 4 heures par jour de porte-à-porte à Aubervilliers. Voilà, les organisers, là-bas, c'est des heures et des heures dans le but, voilà, la première des tâches, c'est de se regrouper. Donc c'est un temps immense, pensez à ça. Donc ça veut dire, si c'est un temps immense, ça veut dire qu'il faut avoir les moyens de vivre à côté, d'où le fait qu'il y ait des salariés. Et donc ça, les salariés, c'est le deuxième principe. Et le troisième principe, c'est le fait que ça fonctionne par campagne. Une campagne étant définie par une revendication adressée à une cible, et donc une revendication gagnable. On ne va pas demander tout de suite l'abolition du capitalisme, on va demander quelque chose qu'on peut obtenir, que quelqu'un peut signer. Donc on est dans un champ de la réforme, on est clairement dans un champ réformiste, puisqu'on est dans le fait d'obtenir des choses qui sont gagnables pour améliorer la situation. Mais pour faire ça, l'organizing pose très fort que la seule solution, c'est le rapport de force. L'organizing, il n'est pas là pour convaincre. On n'est pas là pour convaincre nos ennemis, on est là pour être plus fort qu'eux, pour les forcer à signer en bas de la feuille. Donc là, il y a quelque chose, voilà, encore cette idée d'efficacité. Ça a des formes très très diverses. Le syndicalisme, c'est de l'organizing. Enfin, d'ailleurs, l'organizing à la base, c'est le syndicalisme. Et le community organizing, c'est ces méthodes qui sont sorties du secteur du travail pour être appliquées, notamment dans des quartiers, mais aussi appliquées à différents groupes sociaux qui voudraient s'organiser pour leurs intérêts propres. Donc, les points communs entre éducation populaire et organizing, c'est déjà que c'est des pratiques collectives. Ça, c'est très net. Et ça consiste fondamentalement à dépasser l'entre-soi militant. C'est a priori complètement contradictoire avec la notion d'une avant-garde qui changerait le monde pour les autres. Il faut qu'on se regroupe le plus largement possible pour ensemble changer le monde. Et deuxième point commun, c'est que c'est pas spontané. On ne va pas attendre que les gens un jour se lèvent pour changer le monde. Ça, on n'y croit pas 2 secondes. Il faut qu'on y travaille et qu'on construise ça. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir penser la posture pour provoquer ça chez d'autres, en sachant que les gens ne se lèveront que s'ils ont envie de se lever, qu'on n'émancipe pas les autres. Et donc, comment est-ce qu'on se positionne quand on veut encourager des gens à se lever et à bouger? Et ça fait le lien avec des mots qu'on entend de plus en plus en France aussi, la notion d'empowerment, qui est de temps en temps traduite en France par la notion de développement de pouvoir d'agir. Alors moi, je fais une différence entre les deux, mais je ne détaillerai pas ici, et qui est beaucoup utilisée dans le travail social, dans l'animation, etc. Donc développement du pouvoir d'agir, c'est comment est-ce qu'on va sortir d'une situation d'impuissance, de sensation qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut ni fuir ni se battre, pour réussir à avoir prise sur ce qui nous concerne et pouvoir faire changer des choses, à commencer probablement par des petites choses, mais au fur et à mesure, en faisant changer ces petites choses, se dire que peut-être on peut en faire changer des plus grandes. Donc il y a cette posture-là qui est commune à l'organizing et à l'éducation populaire. Par contre, il y a une différence très nette entre éducation populaire et organizing, et c'est sans doute là que pour moi ça a posé problème, c'est que l'éducation populaire met quand même la conscientisation d'abord, donc conscientisation au sens de Paulo Freire, c'est-à-dire que c'est prendre conscience des rapports sociaux dans la société, de comment est-ce qu'on se positionne dans la société et ce que ça engendre pour nous et pour ce qu'on peut faire, et considère que la fin est dans les moyens, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, la façon dont on fait les choses, transforme déjà les choses. Alors que l'organizing considère que la fin en vaut les moyens. Donc là, on a une opposition vraiment irréconciliable. L'éducation populaire, la fin est dans les moyens. Si on fait les choses de façon contradictoire à ce qu'on veut faire, ça ne peut pas marcher. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Bon, il y en a qui disent oui, donc tant mieux. Alors que vraiment l'organizing, la fin en vaut les moyens, c'est-à-dire qu'on est prêt à utiliser des méthodes assez peu éthiques pour, pense-t-on, faire le bien. Et moi, ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas et qui m'a posé énormément de problèmes. En France, l'organizing, il y a des gens qui expérimentent ça, j'en ai fait partie, il y en a d'autres qui continuent, mais c'est très, 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 très petit. Par contre, ça inspire, notamment par toutes ces pratiques de développement du pouvoir d'agir, ça inspire notamment dans le travail social, dans la politique de la ville, toutes les questions de participation, de développement de pouvoir d'agir, etc.
Et c'est en ça, je pense, que c'est important de se questionner. Et c'est pour ça que je me suis dit humblement que c'était important que j'essaie de témoigner de cette expérience-là, parce que je pense que c'est des questions qui traversent beaucoup de pratiques aujourd'hui en France. Du coup, voilà, dans le bouquin, je commence par définir ça, éducation populaire, organizing. Je parle pas mal de ce que j'ai vu aux États-Unis. Et après, je passe sur ce que j'ai défini comme étant les 4 piliers de l'action collective. Le premier pilier étant le fait de se regrouper et de mobiliser. C'est-à-dire que, encore une fois, ce sont des pratiques collectives. Donc, la première des choses, c'est de se regrouper. Si on est tout seul, en fait, on ne va pas faire grand-chose. Donc, comment on se regroupe, comment on mobilise. Deuxième, c'est comment on va définir nos valeurs, définir notre culture, faire un travail culturel. Et ça, c'est aussi un objet d'éducation populaire. Et la diffuser. Et donc là, je parle de notamment ce que j'appelle la bataille de l'opinion publique. Comment est-ce qu'on va aller toucher l'opinion publique pour faire passer nos idées. La troisième chose, c'est comment s'organiser, puisqu'on est nombreux, il va bien falloir qu'on s'organise à un moment, donc comment s'organiser et si possible démocratiquement. Et le troisième, c'est comment on agit concrètement pour transformer dans le réel les choses. Donc évidemment tout ça, c'est des questions, enfin c'est là où je dis que dans le bouquin, il y a des questions que je pense on se pose tous et toutes et qu'on est tous amenés à travailler. Donc sur le premier point, sur nous regrouper, mobiliser, voilà, je commence par comment on construit notre collectif et notamment interroger la notion d'autonomie, notamment dans le contexte néolibéral dans lequel on est, qui met très en avant la notion d'autonomie. Moi, je suis plus d'une tradition libertaire où on met aussi très en avant la notion d'autonomie, mais par contre où l'autonomie est complètement et intimement liée à la notion de solidarité. C'est-à-dire que sans solidarité, on ne peut pas être autonome. Et ça, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui avec la bataille des retraites et puis des constructions de sécurité sociale, etc. Comment être autonome s'il n'y a pas une solidarité qui nous permet d'être autonome ? C'est-à-dire que tout seul, pour de vrai, on n'est pas autonome, on est juste tout seul. Et donc voilà, je questionne ça. Et aussi toute la question des relations humaines. Comment est-ce qu'on prend au sérieux les relations humaines ? Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aux États-Unis. En France, c'est vrai que on fait pas trop attention à ça. Voilà. Là-bas, mais c'est impressionnant. Enfin, ça fait partie de leur côté méthodique. C'est pensé, c'est-à-dire que, la méthode du tête-à-tête, par exemple, dans une réunion comme ça ce soir, on aurait peut-être un temps pour discuter 2 par 2, pour apprendre à se connaître. Et toi, c'est quoi tes motivations ? Et c'est quoi ton histoire ? C'est impressionnant. C'est assez contre-culturel à ce que nous on fait en France. C'est assez contre-culturel à ce que moi je suis aussi. Et à la fois, c'est vraiment intéressant de se poser la question, comment est-ce qu'on se donne les moyens de créer de la solidarité entre nous ? Comment on se donne les moyens d'être forts, donc de se connaître et de créer des liens qui soient forts et puissants entre nous ? Ce nous, c'est la deuxième chose que je développe un peu, c'est qui ce nous ? Comment on se définit ? C'est quoi notre point commun ? Et donc, c'est quoi ce qu'on va chercher à faire ? Et là, ça pose une question de vocabulaire qui peut paraître un peu bête, mais avant, on parlait de prolétariat, de travailleurs-travailleuses, donc ça nous positionnait dans un rapport de classe. Aujourd'hui, éventuellement, on parle de peuple, de 99%. Dans les lieux institutionnels, on parle d'habitants, d'habitantes. On parle de citoyens, citoyennes. Mais alors, ça crée quoi comme en commun ? Et du coup, ça crée quoi comme projet ? Et donc, voilà, je développe un peu ça. C'est-à-dire, quand on se qualifie d'habitants, d'habitantes, notre projet, c'est d'améliorer notre quête de vie. Très bien. Et ça change des choses et c'est important. Mais comment on change le monde quand on se pense en tant qu'habitant, habitante ? Contre quoi on lutte ? Pourquoi on lutte ? Donc voilà, c'est ces questions-là. Et puis toute la question aussi des choses qui arrivent en France. Premiers et premières concernés par des questions. La question des alliés. Comment on se positionne ? Comment on trouve notre place pour lutter ? Comment on prend toute la place, autant de place qu'on peut pour lutter du mieux qu'on peut ? Et à la fois, comment on ne prend pas la place des autres ? Et ça, c'est une vraie question qui n'est pas simple. Et comment on se réunit ? Parce que, encore une fois, l'union fait la force. Donc comment, alors qu'on a des statuts différents, alors qu'on est traversé par des rapports d'oppression entre nous, parce que ça n'existe pas un groupe sans oppression, comment, malgré tout, on arrive à se réunir ? Et je termine cette partie-là sur la question de la mobilisation et la posture de la mobilisation qui, là encore, rapproche beaucoup l'éducation populaire et l'organizing, avec le fait que, notamment dans le milieu du militantisme, on confond l'ambition de convaincre avec l'ambition de mobiliser. C'est-à-dire que très souvent, dans le militantisme, on va aller expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils pensent, on va aller expliquer aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent.
Moi, j'ai jamais vu que ça marchait, hein. S'il y en a avec qui ça marche. Mais, et la posture d'éducation populaire, la posture d'organizing est contraire à ça. On ne va pas parler aux gens, on va parler avec les gens. Et on va se questionner ensemble sur quelles sont nos situations, quelles sont nos difficultés. Et à partir de là, on va travailler à comment on va faire et est-ce qu'on a des choses à faire ensemble. Mais en tout cas, on n'est pas là pour convaincre. Convaincre, c'est autre chose. On peut écrire des bouquins, mais les bouquins, moi, mon bouquin, ne le liront que les gens qui sont déjà intéressés. Je n'ai pas un espoir que quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec moi va lire le bouquin. Franchement, qui va payer 18 € pour lire un bouquin avec qui il n'est pas d'accord? Enfin, voilà, la conviction, ça ne convainc que les gens déjà d'accord. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. Mais si on veut mobiliser et aller parler à des gens qu'on veut raccrocher à nous, c'est pas possible d'être dans ce rapport-là. Donc voilà, donc là, et ça c'est vraiment des postures qui sont normales en termes d'éducation populaire et d'organizing, et qui questionnent, enfin moi j'ai très envie de questionner le militantisme par rapport à ces postures-là. Le deuxième pilier de l'action collective, donc définir nos valeurs, définir nos projets, pour agir, et ça, c'est encore quelque chose là dans l'éducation populaire, on passe beaucoup de temps à définir nos valeurs, notamment en France, on cause. On a de temps en temps un peu du mal à passer à l'action, enfin à la lutte en tout cas, parce on parle beaucoup. En revanche, l'organizing, c'est l'inverse, il va aller directement à l'action, et à aucun moment on cause. À aucun moment, moi, dans ce que j'ai pratiqué, et aux États-Unis, j'ai quand même un peu vu la même tendance. L'essentiel étant quand même de lutter contre l'impuissance et de passer à l'action, de se rendre compte qu'on peut faire des choses, on va tout de suite foncer vers l'action. Ce qui n'est pas inutile, c'est pas idiot. Mais enfin, il y a un moment quand même, il faut savoir pourquoi on agit et vers quoi on agit. Et donc ça, prendre le temps et se donner les moyens, et c'est pas simple, d'avoir des discussions fondamentales, politiques, sur c'est quoi le problème, c'est quoi les causes et c'est quoi qu'on va faire, c'est indispensable. Et c'est pas simple. Donc voilà. Et ça questionne aussi le rapport au savoir et comment on fait tout ça. Et une fois qu'on sait ce qu'on veut, après, on a envie de le diffuser. Donc là, on est dans la posture de la conviction. Je reviens à la conviction. Comment on diffuse nos avis? Et ça, c'est la fameuse bataille de l'opinion publique. Et là, c'est encore quelque chose que moi, j'ai appris avec les Américains et avec l'organizing. C'est, en fait, ils utilisent les méthodes marketing. Hein. C'est pas plus bête. Enfin, il y a un moment, si on veut convaincre largement, ça veut dire qu'il va falloir parler largement. Parler largement, ça veut dire qu'il ne va pas falloir, encore une fois, sortir des livres qui vont être diffusés de façon confidentielle. Il va falloir passer sur TF1, il va falloir passer, faut viser le grand public. Donc, et si on veut viser le grand public, c'est pareil, c'est pas avec des mots compliqués. Sur Twitter, on a 280 caractères. Donc, on ne va pas pouvoir déballer toute la profondeur de notre analyse. Donc, on est vraiment sur des principes marketing pour faire passer nos idées de transformation sociale. À la fois, c'est indispensable si on veut s'adresser largement, et à la fois, qu'est-ce que ça a comme effet? La fin est dans les moyens, la fin en vaut les moyens. Qu'est-ce que ça a comme effet de fonctionner comme ça sur nos idées? Donc voilà, je questionne aussi tout ça. Troisième pilier de l'action collective, sur nous organiser démocratiquement, et donc là à la fois sur cette tendance actuelle de rejet des organisations, et à la fois de fait tous les mouvements collectifs de fait ils s'organisent. Les gilets jaunes, il y a de l'organisation derrière les gilets jaunes, même si elle n'est pas formelle. Enfin, derrière toute forme d'action collective, il y a nécessairement de l'organisation. Donc comment est-ce qu'on fait pour s'organiser et pour le faire de façon la plus démocratique possible? Et je reviens sur la notion d'autogestion, donc encore une notion libertaire, et que l'autogestion, c'est pas chacun fait ce qu'il veut. L'autogestion, c'est hyper contraignant, c'est très compliqué. L'autogestion, ça s'organise et c'est pas du tout simple, et ça n'a rien à voir avec un laisser-faire. Donc je reviens là-dessus. Et après, je questionne, encore une fois, et ça c'est plus dans les associations que ça se pose, se donner les moyens d'arriver à nos fins, ça veut dire avoir des salariés. Ça veut dire, si on a des salariés, aller chercher des financements. Auprès de qui on va aller chercher des financements? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça induit sur nos fonctionnements d'avoir besoin de financeurs extérieurs? D'avoir besoin des gens qui ont de l'argent pour changer le monde. Comment est-ce qu'on voit ça? Et puis, voilà. Donc ça, c'est sur la façon de s'organiser. Et je termine sur passer à l'action concrètement, où là, je définis de façon très très schématique, parce que moi ça m'aide à penser, donc je me suis dit que si moi ça m'aidait, ça pouvait peut-être être utile. 4 lieux d'action. Le premier lieu d'action, c'est dans le pouvoir, c'est-à-dire être dans le système et faire ce qu'on peut dans le système. Donc c'est être les gens qui sont dans le travail social, dans les institutions, dans la politique de la ville. Ça peut être, c'est beaucoup des postures professionnelles. Et là, ça questionne de l'allié au complice. Essayer de faire ce qu'on peut où on veut, mais en fait, à quel moment on est prêt
à vraiment s'opposer, à vraiment prendre des risques, et prendre des risques en tant que professionnel. Donc ça veut dire aussi probablement s'organiser syndicalement pour gagner des droits, pour pouvoir faire son travail du mieux possible. Dans le travail social, on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à l'université, etc., pour avoir les moyens de faire un travail qui soit le plus émancipateur possible pour la société. C'est aussi, dans le système, c'est aussi la question de l'élection. Qu'est-ce qu'on peut faire depuis l'intérieur ? Voilà. Bon, ça je développe pas beaucoup parce qu'en tant que libertaire, j'y crois moyen. Mais voilà. mais c'est une question qui se pose. Deuxième question, deuxième lieu, donc dans le pouvoir, le deuxième lieu avec le pouvoir, et donc là c'est établir un rapport de force avec le pouvoir pour pouvoir négocier. Donc là on est dans le champ de la réforme, du réformisme, obtenir des améliorations de la part du pouvoir. Donc c'est ce que fait le syndicalisme, c'est ce que fait l'organizing aussi. Enfin, le syndicalisme ne fait pas que de la négociation, mais il y a un certain syndicalisme de négociation. Donc on va mener des campagnes pour pouvoir gagner des améliorations. Et là, on est sur le principe, encore une fois, on n'est pas sur de la conviction. Il ne s'agit pas d'avoir raison et de convaincre nos ennemis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la bataille des retraites, il ne s'agit pas de convaincre Macron que non, vraiment, ce n'est pas bien ce que vous faites. Non, on est dans un rapport de force. On ne le convaincra pas. C'est pas la question. On est en train d'essayer de créer un rapport de force pour gagner la bataille. Et donc ça, c'est ce rapport avec le pouvoir. On crée un rapport, deux rapports de force avec le pouvoir pour gagner des améliorations. Le troisième lieu, donc avec le pouvoir, dans le pouvoir, le troisième, c'est contre le pouvoir. Donc là, on n'a pas envie de négocier. On n'est pas là on rêve à plus grand que ça. On n'est pas là pour poser une revendication et qui doit être acceptée par le pouvoir. On rêve à plus grand que ça. Et donc là, c'est pour moi le truc assez visible de ça, c'est par exemple la lutte à Notre-Dame-des-Landes qui était contre l'aéroport et son monde. Qui est contre l'aéroport et son monde. Donc contre l'aéroport, c'est une revendication qui peut être signée. D'ailleurs, elle a été signée, elle a été gagnée. Par contre, et son monde, personne ne peut signer en bas d'une page, oui, d'accord, on va changer le monde, quoi. Enfin, c'est pas une revendication. C'est une lutte c'est une lutte. On rêve à plus grand que ça. Et là, aux États-Unis, les organisers, ils qualifient ça de romantique, de rêveur. C'est avec un mépris incroyable. Il n'y a pas plus grosse insulte aux États-Unis que d'être qualifié de romantique. Et donc voilà, c'est-à-dire pour eux, pour les organisers en tout cas, avoir un rêve qui n'est pas signable en bas d'une feuille, qui n'est pas une revendication, qui n'est pas gagnable, c'est vraiment, mais c'est hautement méprisable de leur point de vue. Donc c'est encore quelque chose qui moi, m'a beaucoup questionné. Et malgré tout, moi, je suis convaincue que c'est absolument nécessaire de rêver à plus grand que ça, tout en le liant sans doute à des revendications, mais c'est absolument nécessaire. Et cette question de contre le pouvoir, ça pose aussi la question de la violence. C'est-à-dire comment, dans une société qui est ultra-violente aujourd'hui, avec une violence sociale extrêmement forte, etc., comment est-ce nous, dans les mouvements sociaux, on se positionne vis-à-vis de cette question-là? Comment on réagit, ne serait-ce que pour se défendre, avant tout, et de cette violence, donc probablement être violent pour se défendre d'une violence, et puis comment peut-être on use de la violence pour faire avancer, et est-ce que, voilà, quelles sont les limites de ça? Donc ça, c'est le troisième, donc dans le pouvoir, avec le pouvoir, contre le pouvoir, et le quatrième lieu, c'est hors du pouvoir. Donc là, c'est vraiment, on sort de la société et on va mettre en œuvre ce qu'on pense être bon. Donc là, pour caricaturer, c'est aller faire un élevage de chèvres dans la Drôme. Et donc là, on met en œuvre, et ça a une valeur d'exemplarité qui est hyper importante, parce qu'on a besoin de voir que d'autres choses sont possibles, que c'est possible de faire autrement, que ça marche, même si c'est à petite échelle. Donc c'est très très important. Et à la fois, on sait très bien que c'est pas généralisable en l'état. Et donc là, la question de ce mode d'action-là, c'est comment est-ce qu'à un moment, on accepte de s'affronter avec le pouvoir pour pouvoir vraiment faire changer les choses au-delà de soi-même, et pas seulement pour soi-même et son entourage proche. Donc moi, la façon dont je vois les choses, c'est que ces 4 lieux, ils sont très différents. C'est compliqué pour une même personne d'être dans... Éventuellement, on est probablement dans un lieu, on peut être éventuellement dans 2 lieux. C'est compliqué de faire les 4 en même temps, d'être à la fois dans l'institution, avec, contre, hors. En revanche, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un très grand mépris en fait, des militants et des militantes entre elles et eux, à toujours considérer que ce que font les autres, c'est nul.
Et moi, je pense que c'est une grosse erreur de notre camp social, c'est-à-dire que on a absolument besoin de considérer qu'on fait toutes et tous avancer le schmilblick avec ce qu'on fait. Et que tout ce qu'on fait, par contre, a des limites. C'est-à-dire à la fois être humble sur ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun des 4 espaces qui, à lui seul, va pouvoir transformer les choses. Mais, enfin, donc, à la fois être humble et à la fois reconnaître qu'on a besoin du coup des autres types d'actions et de leurs limites pour pouvoir avancer vers une transformation sociale qui soit profonde. Donc voilà, moi c'est la conclusion un peu du bouquin, c'est soyons humbles, on ne fera jamais bien. Déjà, on gagnera beaucoup de temps et d'énergie à arrêter de se taper dessus entre nous. Et voilà, on fera jamais bien, on fait tous un peu ce qu'on peut. C'est déjà pas facile. Donc un peu de... voilà, c'est pas le mot bienveillance, parce que justement, il y a aussi la dégoulinance de ce mot de bienveillance. Mais quand même, par contre, si on considère, c'est qui se noue, encore une fois, si on considère qu'on se bat tous et toutes à peu près pour la même chose, et qu'on arrive à discuter de ça, et qu'on prend le temps de discuter de ça, par contre, acceptons qu'il y a des modes d'action différents et sans doute nécessaires dans leurs différences pour avancer. Voilà. Merci. Donc déjà, quelqu'un qui intervient peut-être une demi-heure sans utiliser une fois le mot engagement, bravo, ça me fait un grand plaisir. Ça fait un grand plaisir. Et donc, comme tu disais, là aussi l'enjeu c'est de faire, hein, et qu'on a besoin, que tout le monde fait et qu'on a besoin de faire ensemble. On va passer la parole à des personnes qui font, hein, à partir de leur expérience associative. Donc Lydie, des enfants de la Goutte d'Or, hein, donc je te donne la parole. Merci. Alors c'est compliqué de prendre la parole après un flot de paroles comme ça. Je vous remercie tous. Je remercie Estelle d'avoir pensé à moi. Hein. C'est un livre, je crois que Adeline a quasiment tout dit en une demi-heure. On nous a fait une lecture express. Estelle m'a demandé il y a 3 semaines si je voulais être discutante. Je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit ce livre, à vrai dire, moi, je ne l'avais pas complètement choisi, ce livre. Je ne savais pas qu'il existait. Je l'ai lu avec beaucoup d'attention et c'est vrai que c'est intéressant quand on est professionnel dans le travail social, le nez sur son petit guidon, de prendre ce petit temps pour... alors ce long temps quand même, parce que 280 pages un peu dense, comme le... voilà, un petit peu de temps pour... mais ce temps pour refaire un petit peu l'histoire de l'éducation populaire et du coup découvrir ce que c'est que l'organizing. Alors au début, moi, je me suis demandé quand même, est-ce que je ferais de l'organizing sans le savoir, comme dans Le bourgeois gentilhomme, là, celui qui fait de la prose sans... Puis quand même, non, ça m'a dérangé un petit peu finalement cette manière de faire très intrusive, très marketé, voilà. Et je me suis dit que finalement l'expérience qu'on avait, alors dans plusieurs lieux à la Goutte d'Or, mais Estelle m'avait proposé de présenter l'expérience qu'on avait du GRAGEP et l'expérience du groupe parent. Cette expérience-là, elle est vraiment définitivement pas du tout dans l'organizing et ça me va mieux quand même. Voilà, donc moi j'ai en charge de vous présenter le GRAGEP. Donc le GRAGEP, qui est un groupe de recherche qui a été, qui a produit, qui s'est réuni de manière efficace entre 2013 et 2015, donc pendant 3 ans, qui est un groupe de recherche qui s'est constitué avec 5 associations et une institution, l'équipe de développement local, donc qui dépend de la direction de la DDCT, de la direction départementale de la cohésion des territoires maintenant, c'est ça, ça change sans arrêt. Voilà, c'est ça. Mais avant c'était autrement, avant c'était la DPVI, puis avant, enfin bon, c'est aussi une manière de nous laisser en cours de route ces changements de sigle, mais bon, on n'est pas là pour en parler. Mais ça fait partie quand même de... Voilà, et finalement, cette personne était à la fois à l'EDL, mais aussi habitante du quartier, et je pense que c'est aussi à ce double titre qu'elle a eu envie de s'engager dans le travail du GRAGEP.
Donc le GRAGEP, la jeunesse, c'est des associations. À l'époque, il existait une coordination interassociative qui aujourd'hui a été dissoute, qui réunissait une quinzaine, qui a réuni jusqu'à une vingtaine d'associations de manière très très régulière pendant des années et des années. Et des associations de cette coordination interassociative se sont posées la question de comment agir sur la violence dans l'espace public sur le territoire de la Goutte d'Or. On avait des jeunes, parfois très jeunes déjà, donc c'était 2014-2015, qui se retrouvaient sur l'espace public, non pas pour se bagarrer, on y viendra un petit peu plus tard, des bagarres qu'on a depuis, qu'on appelle les RICS, mais qui faisaient acte de violence sur l'espace public, et notamment des arrachages. Voilà. Donc on avait des jeunes auteurs, des jeunes victimes, et évidemment, en tant qu'adultes sur le territoire, ça nous posait vraiment question. Donc on s'est réunis à une douzaine de structures, et puis finalement, un certain nombre d'entre elles ont décidé de travailler un peu plus cette question-là, et il en est resté 5, plus l'EDL, qui s'est lancé dans l'aventure d'une recherche-action. Donc on a créé ce qu'on a appelé le GRAGEP. Alors je vais relire, groupe de recherche-action jeunes et espace public. Et l'idée, c'était vraiment de prendre le temps. Ce que disait Adeline, et puis ce qui est vraiment, je trouve, intéressant dans son livre, c'est comment, effectivement, quand on est tout le temps dans l'action, finalement, on peut difficilement mesurer ce que ça produit, et comment on est quand même très frileux, les uns et les autres, en tant que professionnels, à prendre le temps de réfléchir, de vraiment prendre le temps de réfléchir, de vraiment ne pas se lancer dans l'action tous azimuts, et prendre le temps de réfléchir en plus avec des personnes d'autres structures, donc extérieures à nos institutions, à nos structures, etc. Ce qui nous met toujours un petit peu en déséquilibre, et qui demande un retour sur ce qu'on fait, qui n'est pas toujours facile pour chacun de nous. Donc voilà, donc on a pris ce temps à 5 associations. Alors, on a déjà mis des séances et des séances à s'entendre, s'accorder sur ce qu'on entendait par jeunes, ce qu'on entendait par espace public, ce qu'on entendait... Tout ce temps nous a permis de mieux nous connaître, de mieux appréhender aussi les pratiques des uns et des autres. Et puis on a décidé de se lancer dans cette recherche-action. Alors on a été accompagné par deux cabinets, enfin comment on appelle ça, oui, des cabinets, deux sociologues qui appartenaient à 2 cabinets différents, Tessiture et Buc Ressources. Et c'était très bien. Alors au début on s'est dit, des sociologues... on va prendre beaucoup de temps là, ça va nous faire perdre beaucoup de temps. Et puis on s'est rendu compte que ça nous a amené à vraiment se décaler encore davantage et prendre peut-être plus de temps, mais vraiment au profit d'une définition bien plus intéressante de l'objet qui nous réunissait en fait. Donc on a pu aussi pendant toute une première phase lire ensemble un livre, beaucoup moins vite que je n'ai lu celui-ci, puisque ça a duré plusieurs mois, et à chaque demi-journée où on se retrouvait, quelqu'un présentait un chapitre du livre, on en discutait, on réfléchissait, et ce livre, je vais vous dire ce que c'est, parce que je ne l'ai plus complètement en tête, mais je l'ai noté sans doute quelque part, ça va revenir, peut-être pas d'ailleurs. Faire participer les habitants, citoyenneté et pouvoir d'agir dans les quartiers populaires, un livre de Marion Carène. Donc ça a accompagné aussi le travail du groupe de recherche, et on a décidé de constituer 2 comités, un comité scientifique et technique avec des financeurs, parce qu'on s'est dit que quand même l'objet de ce groupe de recherche
c'était aussi d'interpeller les institutions et les financeurs qui nous permettaient de travailler sur le terrain, hein, puisqu'on était des associations reconnues et professionnalisées, je veux dire. Et puis, un comité d'experts d'usage. Et on a mis un petit peu de temps aussi à définir ce comité d'experts d'usage. Et ce qui nous intéressait, c'était que ce ne soit pas seulement des habitants, parce qu'effectivement, les habitants, ils habitent, mais ils ne sont pas pour autant obligés de, alors je vais dire engagés, j'ai le droit de le dire engagés, ils ne sont pas obligés, en tout cas, de s'intéresser forcément à l'endroit où ils habitent, voilà, d'une autre manière que le fait d'habiter. En revanche, on s'est dit qu'il y avait quand même vraiment des personnes qui traversaient le quartier, des commerçants, des gens qui pouvaient y travailler, des gens qui pouvaient le fréquenter sans y habiter et sans y faire commerce et sans y être professionnel. Et que voilà, l'intérêt, c'était peut-être de réunir, de constituer un groupe qui réunisse des personnes avec des approches différentes du territoire, mais qui pourraient du coup réfléchir, échanger. Et vraiment, le but de ce comité, c'était de faire un relais, un lien entre les professionnels, les institutions qui agissent sur le territoire, et puis les exclus du territoire. Parce qu'on se rend compte que dans un quartier comme la Goutte d'Or, j'imagine que dans les autres quartiers c'est pareil, mais je les connais moins, je suis surtout ici, il y a énormément de personnes qui ne fréquentent pas les institutions ou les fréquentent très peu, ne s'investissent pas dans toutes les groupes de démocratie participative qui sont proposés, conseil de quartier, conseil citoyen, conseil de je sais pas quoi, enfin des endroits où on parle sans doute de choses très intéressantes, mais en fait qui n'intéressent que les gens qui y sont pratiquement. Je le dis rapidement parce qu'on n'a pas vraiment le temps, mais voilà. Quand on y va et qu'on a envie de s'y impliquer et qu'on fait partie de ces habitants plutôt exclus, on n'y trouve pas vraiment son compte, donc on n'a pas envie d'y retourner. Voilà, donc on s'est dit, évitons ça et essayons de constituer un comité d'experts d'usage qui réunisse des gens très différents, mais là aussi où on va prendre le temps de s'écouter, le temps de réfléchir ensemble, le temps d'essayer de cibler des problématiques, voilà, les problèmes apportés par chacun, et ne passer à l'action que quand vraiment l'action sera partagée et une envie d'action commune. Alors ça a été un petit peu long tout ça, hein. On s'est vu, le comité d'experts d'usage, je crois qu'il s'est réuni 9 fois en session ordinaire, plus après des travaux en sous-groupe. Le comité scientifique et technique, je crois qu'il s'est réuni 3 fois. Nous, on se voyait à peu près une demi-journée par mois, j'ai dit tout à l'heure. Et ça a duré sur 3 ans à peu près. Avec à la fin 2 actions vraiment qui ont été le fruit du comité et la volonté du comité d'experts d'usage. Des barbecues, un barbecue qui a été organisé puisque la question a été longuement discutée, des barbecues sauvages qui étaient... 10 sauvages qui étaient organisés par les jeunes et jeunes adultes dans le quartier. Et donc ça a été vraiment l'occasion de, à la fois, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de blessés, tout va bien. Ok. Donc à la fois discuter entre nous de qu'est-ce que c'est que ces barbecues sauvages, qu'est-ce que ça produit aussi, qu'est-ce que les personnes qui organisent ces barbecues sauvages veulent signifier, veulent montrer, et quelle forme de sociabilité aussi qui parfois est un peu choquante pour les autres, mais qui est une réelle forme de sociabilité.
Et puis évidemment, échanger avec les institutions, parce que du coup, organiser un barbecue sur l'espace public qui ne soit pas sauvage, bah, ça a obligé aussi de rapprocher des gens très, très éloignés de ces personnes dont on dit qu'elles sont exclues du débat public avec les institutions et les décisionnaires. Ça a été un long parcours, mais très intéressant, parce que ce qu'on s'est dit à la fin, aussi bien les membres du comité d'experts d'usage que les institutions dont les enfants de la Goutte d'Or qui avons partagé cette petite aventure du groupe de recherche, c'est que finalement, ça a permis à des gens très très éloignés dans le quartier de se rencontrer, de se confronter, mais dans le respect, et finalement d'aboutir à une action qui n'est pas énorme, et puis une deuxième action, une dibiterie qui a été organisée aussi sur le Square Léon, pas énorme, mais qui a permis de faire des ponts entre des personnes qui normalement se croisent mais ne se rencontrent pas et surtout ne se respectent pas. Adeline disait, on passe un peu trop de temps à se taper dessus. C'est vrai que dans le quartier, on passe beaucoup de temps à parler des autres et à parler pas toujours en termes fleuris de ce que font les autres, de ce que sont les autres. Voilà. Et là, ça a pu être justement échangé, discuté, et ça a produit quelque chose de... Voilà. Alors la difficulté qu'on a eue, c'est qu'au bout de 3 ans, finalement, il y a sur les 5 personnes, 6 personnes qui étaient vraiment dans le COPIL. Il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a qui ont déménagé, enfin qui ont changé de profession. Et du coup, ça s'est un peu dégonflé comme ça. Et finalement, ça n'a pas été prolongé. Ce qui, à mon avis, est dommage parce qu'il y avait une belle dynamique. Ce qu'on a regretté aussi un petit peu au début, c'est qu'on n'a pas réussi à embarquer plus de structures que les 5 qui se sont retrouvées, 5-6 qui se sont retrouvées. Et on a trouvé ça dommage parce que ça nous a vraiment permis le fait de réfléchir, de cheminer ensemble comme ça, avec nos pratiques différentes, ça nous a permis de modifier aussi nos pratiques et d'établir des liens de confiance qui étaient vraiment très forts et qui ont aussi permis d'établir des liens de confiance avec les publics les plus éloignés, avec les exclus, avec des jeunes qu'on ne voyait pas, etc. Et que quelques années après, là, on se rend compte que ça aurait été bien que ça continue. Voilà. Bon. Il y a quand même une petite trace de ça, vous l'avez à l'entrée. C'est un étudiant qui s'appelle Sofiane Brahim qui a pu un peu rendre compte du travail du groupe de recherche. Voilà, si ça vous intéresse, il y a 200 pages, 82 mois. Mais ça complète bien, je trouve que ça montre aussi comment une petite expérience sur un petit territoire comme la Goutte d'Or peut amener aussi à inventer, mais à inventer pas en partant du haut et en allant vers le bas, mais en partant de qui on est, ce qu'on est, en échangeant et en coproduisant, en innovant ensemble avec des idées non pas venant des institutions, mais venant des personnes les plus éloignées. Voilà, donc ça c'est une première expérience. Et puis on m'a demandé aussi, mais je ne sais pas combien il me reste de temps, 3 secondes ? 3 secondes. Alors en 3 secondes, ça va être facile. Groupe Parole par an. On m'a demandé de parler de cette expérience-là. Donc le groupe Parole par an, c'est quelque chose qu'on a créé en 1999. On a profité aussi d'une occasion institutionnelle qui était le lancement des REAP. Et donc, on est passé d'une interrogation individuelle que pouvaient avoir les parents au sein de l'association à une organisation plus collective. On a décidé de les réunir pour essayer de traiter des sujets qu'ils abordaient individuellement ensemble et voir comment, ensemble, on pouvait trouver des pistes de résolution. Donc, ça a donné l'objet à un film pour les 15 ans du groupe.
la volonté des parents, ça a été de créer ce film pour montrer à l'extérieur ce qui se passait dans le groupe. Ça a été aussi la mobilisation à partir des parents du groupe contre les RICS qui a donné lieu à un second film qui s'appelle « Ça suffit, prenez soin de vous » et qui est disponible à la mission métropolitaine des conduites à risque. Il y a quelques parents qui sont là, qui ont participé à l'aventure, et certains depuis le début. Et puis, il y a un livre qui va sortir aussi pour les 20 ans du groupe, parce que les parents, forts de leur expérience de ces 20 dernières années, ont souhaité transmettre aux enfants ce qu'ils ont pu partager dans ce groupe, ce que ça leur a donné comme pouvoir d'agir. On a le droit de dire pouvoir d'agir, c'est pas un gros mot, pouvoir d'agir. Ce que ça leur a donné comme force pour agir, et surtout comme force pour parler, pour oser parler et oser exprimer ce que eux, en tant que parents, en tant que personnes de ce quartier, avaient comme idée, comme solution à des problématiques qui nous dépassent, nous, en tant qu'institution. Donc voilà, c'est une autre aventure, une aventure que les parents souhaitent continuer de mener. On se réunit une fois par mois, et à partir de ces réunions, il y a d'autres temps qui sont plus des temps de pratique, d'action, on va dire, de mise en action. Mais voilà, c'est aussi une expérience un peu rare parce que, pour reprendre ce que disait Adeline dans son livre, le temps c'est important. C'est-à-dire que on se rend compte quand même que, et c'est vraiment l'éducation populaire, pour moi je pense qu'on est, nous les enfants de la Goutte d'Or, et moi personnellement vraiment très attentif à cette question-là, de prendre le temps pour pas faire à la place, même pas faire avec, mais laisser faire, laisser mûrir et laisser les choses se transformer en espérant que ça transforme les institutions. Alors ça, c'est mon utopie à moi. Je pense qu'on peut être complètement dehors et dedans, et que le fait d'essayer d'être dehors, mais à l'intérieur, on va quand même réussir à faire bouger des marques et qui finalement permettent des modifications de politique, alors vraiment peut-être à la marge, mais quand même, en tout cas depuis 25 ans, moi je constate qu'il y a des choses qui bougent, et pour le quartier dans lequel je suis, et pour les écoles, et pour la relation, même s'il y a encore beaucoup à faire, il y a quand même des petits pas positifs. Voilà. Merci. Bonsoir, je suis ravi d'être ici. Donc pour me présenter rapidement, effectivement, je suis un peu par hasard vice-président de la Fédération régionale des MJC d'Île-de-France, par le fait que l'une des associations, la MJC de Noisiel, était adhérente. Et comme nous avons connu de graves difficultés, ça rapproche de la fédération. Et du coup, j'ai découvert ce qu'était le travail d'une fédération. Je voulais dire également que j'ai un passé associatif plus militant, dans la mesure où j'ai participé à la création d'une association locale, on va dire pour faire très vite, de lutte contre les discriminations. Et pour donner un exemple, on est une association qui accueillons des sans-papiers pour faciliter permettre leur régularisation, et surtout, même si c'est pas toujours facile dans la durée, de créer un rapport de force justement avec la préfecture pour tenter d'améliorer les choses. On le fait avec d'autres dans un cadre collectif. Donc moi, mon entrée à la MJC de Noisiel, c'est parce que l'association a été a été créée et s'est développée au sein de la MJC de Noisiel. Et donc, j'y trouvais un lieu où il était possible de faire des choses, possible de pouvoir être militant. Et je pensais que en s'intégrant à l'intérieur de l'institution, donc en étant dans le premier schéma, en étant à l'intérieur d'une institution, car une MJC, c'est
quand même, moi je le vis en tous les cas, je vais le parler comme une institution, on pouvait avoir des marges de manœuvre malgré tout qui nous permettent justement de développer un esprit militant, voire de le partager avec d'autres. Et d'ailleurs, on y a en partie réussi autour du sexisme, de la LGBT-phobie, par exemple. Donc, la lecture du livre, en fait, on voit, et tu l'as montré dans le cadre de la présentation, est extrêmement, et je dis mais pas un point négatif, un parti pris militant, en tous les cas, une posture avant tout, non pas idéologique, mais en tous les cas avec des convictions profondes. Et voilà, donc ce qui est présenté et déroulé, finalement, je me suis posé la question, est-ce que ça pouvait concerner une institution comme la nôtre, qui est en fait hybride, c'est-à-dire que la dimension... Alors, parce que derrière le terme éducation populaire, il y a ce qui se dit au niveau d'une fédération, entre ceux qui font vivre la fédération, et puis ce qui se passe concrètement dans une MJC, où on est plus... On est aussi, c'est pas seulement, je ne veux pas être réducteur, mais... un lieu où l'on va produire, je vais dire, si quand même, produire des activités régulières avec un souci de solidarité à travers un tarif qui va dépendre des revenus, mais où on est quand même sur une logique relativement individuelle pour une partie. C'est-à-dire qu'en fait, une MJC, c'est assez hétéroclite. C'est-à-dire qu'on va avoir des militants, on va avoir des gens qui viennent pour faire une activité pour eux ou pour elles ou pour leurs enfants. Et puis, on va trouver également des personnes qui vont venir un peu par hasard au sein du MJC parce qu'elles peuvent s'ennuyer, parce qu'elles peuvent avoir envie de rencontrer d'autres personnes. Voilà. Elles peuvent venir aussi parce que, par exemple, nous avons des Roms avec notamment un collectif Rom, et donc des Roms peuvent venir prendre de l'eau, etc. Donc on était dans on était, parce qu'aujourd'hui l'association est en liquidation, dans un lieu où il y avait une pluralité finalement des actions qui y sont développées. Et moi, naïvement, je pensais qu'avec un conseil d'administration, on pourrait peut-être justement permettre à des gens qui viennent en activité d'aller vers justement des choses plus militantes, plus des préoccupations pour justement être dans une logique de transformation sociale. De même, puisque la NGMC, c'est aussi un lieu où on n'est pas contre soi, et les gens viennent aussi parce qu'ils ne sont pas entre eux, et donc ils apprécient le fait de venir sur ce lieu. Mais en même temps, on est quand même dans un monde relativement cloisonné. C'est-à-dire qu'au sein de la MJC, les rencontres ne sont pas toujours faciles. Il y a aussi parfois des frictions entre les populations dans un espace finalement qui est partagé. Donc c'est la première chose. Du coup, on est effectivement une institution de fait avec une pluralité finalement de fonctionnement, et l'idée de pouvoir effectivement jouer de ça, de ces interstices où on va pouvoir avoir une dimension, j'allais dire, plus militante, mais en tous les cas avec cette optique de transformation sociale, pouvait peut-être se faire. Alors, quels sont puisque le lieu le permet, quels sont les freins qu'on a rencontrés et qui sont évoqués aussi dans le livre? Le premier frein, c'est le fait que l'on est financé beaucoup par la mairie, par la commune. On est financé par la CAF, on était aussi financé par l'Agence régionale de santé, et dans le cadre de l'État par la politique de la ville. Donc, première difficulté, comment finalement avoir une marge de manœuvre suffisante tout en répondant aux attentes des différents financeurs. Voilà. Premier point, on revient sur les financements et les contraintes et les logiques dans lesquelles ils nous entraînent. Deuxième contrainte des financements, même si ce n'est pas nous qui portons le travail de comptabilité, de constitution des dossiers, etc. En gros, dans un conseil d'administration, on passe beaucoup de temps à parler des financements, à parler du budget, à parler de tout ça, et pas du tout à discuter. Alors si on fait des choses sur les valeurs et tout, mais ça reste très abstrait, comme vous l'avez indiqué, tu l'as indiqué tout à l'heure, et on parle beaucoup de ça. Donc ça, c'est le premier point, c'est que comme il faut vivre en quelque sorte l'entreprise qu'il y a à l'intérieur d'une MJC, cette préoccupation-là est extrêmement forte et quelque part un peu pesante, puisque finalement, discuter budget, c'est pas gênant,
mais en fait, on ne peut rien en faire puisque tout est en grande partie tributaire des financements. Deuxième frein possible, ce sont, excusez-moi auprès des personnes présentes, en tous les cas de la MJC Noisiel, les salariés. C'est-à-dire qu'en fait, quand on arrive, on a aussi finalement, même s'il y a une direction, à gérer une équipe salariée voilà, qui n'est pas forcément dans la même logique que dans laquelle vous êtes et qui, du coup, ne sont pas forcément formés à l'éducation populaire telle que tu l'as présentée tout à l'heure, tout simplement. Ça, c'est un obstacle. Et puis, il y a un dernier obstacle, c'est la composition de notre conseil d'administration. En tous les cas, où on va avoir des institutions qui sont représentées. Dans notre cas, on avait aussi des associations militantes, donc avec lesquelles on peut travailler. Et finalement, le noyau dur, le noyau des adhérents propres est extrêmement faible dans la composition. Tout ça fait que avoir un débat n'est pas forcément non plus, ou fixer des objectifs en commun. Par exemple, avec des représentants mairie, on s'imagine mal vouloir organiser les habitants pour l'accès au logement, sur l'accès aux droits sociaux, sur l'action du CCAS de la commune, etc. etc. Donc, voilà, on est enserré finalement dans ce réseau de contraintes. Et pourtant, même si, hélas, c'est négatif, ce sont encore des espaces possibles. Un, pour sortir de l'entre-soi. Deux, pour effectivement faciliter le développement du pouvoir d'agir, l'empowerment, pour permettre à des gens de s'organiser. Et surtout parce qu'on a la possibilité de faire, et dans le livre c'est également souligné, peut-être pas forcément de manière forte, mais on arrive à faire des choses ensemble, ce qui permet, c'est comme le porte-à-porte, ça permet de se connaître, ça permet de se faire confiance, de créer du lien, et voilà, que ce soit sur une pratique artistique, sur une pratique de solidarité, voilà, peu importe. Voilà, donc la question du faire avec les autres, dans un espace pluriel comme une MJC, eh bien, c'est un facteur. Mais pour être au quotidien, pour le faire au quotidien, il faut avoir l'adhésion des salariés. C'est que les salariés se retrouvent finalement dans cette démarche de permettre à des bénévoles alliés de travailler avec des personnes de cette manière-là. Dernier point, il y a un mot que je n'ai pas trouvé dans le livre, c'est le mot désir et envie. Je pense qu'on peut, mais c'est pas, voilà, c'est que je pense qu'il faut aussi partir des envies des personnes, enfin, c'est pas très beau, mais et du désir ou du désir des personnes, et donc apprendre à les connaître, faire des choses ensemble, voilà, être dans des pratiques pour pouvoir justement les amener à exprimer des choses. Ce qu'on apprend aussi, je trouve, en MJC, c'est dans le terme de militantisme, c'est à travers un spectacle, à travers un concert, peu importe, il va y avoir une dimension militante, ou en tous les cas des prises de conscience, des affirmations qui vont être faites. Mais là encore, il ne faut pas que ça reste un moment fugitif, il faut qu'on puisse aussi s'en emparer dans un processus global. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. Et je veux simplement préciser que j'ai beaucoup apprécié le livre, que j'ai envie sans doute de le relire, puisque j'espère qu'on aura l'occasion de reconstruire quelque chose et on essaiera de s'inspirer voilà, des éléments de réflexion qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, eh bien, après ces deux interventions, moi je propose que le troisième discutant, ça soit la salle. Hein. Donc avoir des réactions, avant peut-être que tu réagisses à toutes les notes que tu prends abondamment. Hein. Donc voilà, plutôt laisser la parole à vous. Hein. Donc je ne sais pas qui est-ce qui voudrait intervenir, qui est-ce qui... C'est pas facile. On a un micro qui se promène ou non. Bah, on parlera fort. Peut-être l'enregistreur. Donc est-ce
que ce qui s'est dit, ça évoque des réactions par rapport aux salariés. Moi, je pense que les salariés doivent être bien évidemment adhérents à un projet. Si les salariés ne sont pas adhérents à un projet, à partir du moment, effectivement, on se pose la question de pourquoi ils restent à l'intérieur d'une structure. Soit ils sont juste là pour, effectivement, travailler et répondre à une commande qui peut être une commande du conseil d'administration ou qui peut être une commande d'une institution. Mais bien évidemment, enfin, je crois que le lien, à un moment ou à un autre, dans le monde associatif, et ce qui a peut-être changé ces dernières années, c'est justement ce rapport au projet, tout simplement. Donc voilà, c'était aussi la question que je pouvais peut-être plus savoir par rapport à ce que vous avez démontré là, qu'une structure peut se retrouver en difficulté et que vous, si je reprenais un peu la phrase que vous avez donnée, c'est que vous espérez avoir l'adhésion des salariés. Mais je pense que si les salariés viennent travailler dans votre structure associative MJC, c'est qu'effectivement ils adhèrent. Alors, s'ils n'adhèrent pas, ça re-questionne effectivement la place des salariés dans votre structure. Bon, voilà. Oui, enfin, moi j'avais. Enfin, la première réaction que j'ai, c'est que je revendique mon romantisme, moi. Et que je trouve que rêver un autre monde, c'est extrêmement important et que ça n'empêche pas d'avoir des actions concrètes sur le terrain. Donc, enfin, moi, je trouve que. Enfin, ce que j'aimerais savoir, c'est que la bataille entre éducation populaire et organizing qui gagne, quoi, parce que. Dans les formes d'intervention de chacun qui sont complètement différentes. Enfin, moi je sais que je vis à Aubervilliers, donc j'ai rencontré Alliance Citoyenne, je me suis pris la tête avec eux parce que ils sont sur des choses, mais c'est pas possible, quoi. Je vais donner un exemple, par exemple. Ils ont fait du porte-à-porte en faisant signer une pétition aux locataires de l'OPH, le bailleur social, en présupposant que le bailleur allait augmenter les charges. Donc on mobilise des gens alors qu'on n'a pas les charges en main et on les mobilise en prévision de... Je trouve que c'est une démarche complètement aberrante. Voilà, pour moi en tout cas. Donc, c'est ça, dans cette éducation populaire ou organizing, moi je préfère l'éducation populaire, voilà. Mais je pense aussi que dans cette histoire, il y a aussi des questions culturelles et d'histoire d'évolution des pays, parce que les États-Unis, ça n'a rien à voir avec la France. Nous sommes un pays de révolution, et je pense que c'est extrêmement important aussi pour le rôle des associations dans la société. Il est extrêmement important. Pourquoi tant d'associations dans ce pays qui œuvrent, chacune dans son secteur. Et je pense que justement la question sur les salariés qui doivent faire partie du projet, c'est pas toujours le cas parce que ça dépend l'objectif de l'association elle-même. Parce que moi je suis dans une association qui fait de l'insertion professionnelle. Les gens ils sont là déjà pour se remettre au travail. Ils ne sont pas là pour adhérer à un projet, le projet politique de l'association. Enfin, c'est pas le but premier, quoi. Donc, moi, je pense que de toute façon, on se retrouve tous, les associations, dans des contraintes aujourd'hui et dans des fonctionnements où on marche aussi sur, d'une façon... compliqué aussi, parce qu'on se retrouve dans un système qu'on est bien obligé qui nous soumet à des choses qu'on ne veut pas forcément, et cette histoire de financement public, de marchandisation de l'action associative, enfin toutes ces choses-là qui sont extrêmement... on est tous dans ces contradictions-là, donc aujourd'hui, même si on veut transformer la société, la question, c'est comment on arrive à avancer, même avec avec nos forces et nos moyens, mais comment on arrive à avancer pour effectivement transformer cette société-là. Donc on le fait au niveau de chacun, mais après,
transformer le monde, c'est pas non plus l'objet premier de l'association dans laquelle on est, quoi. Donc, transformer la société, le cadre de vie, transformer son quartier, faire du lien social, etc. Ouais. Mais bon, transformer le monde, c'est cet objet de rêve qu'on a, forcément, et qu'on nous traite de romantique. Moi, je ne suis pas contre. Vas-y. Non, je pense juste à un truc par rapport à l'histoire des États-Unis. Je sais plus comment tu disais ça, Adeline, mais enfin quand même, les États-Unis ont aussi une grande culture, alors sans doute très enfouée, très cachée, mais du monde anarchiste. Enfin, il y a quand même eu de grands anarchistes qui ont défendu des grands trucs avec des valeurs, Enfin, il y a quand même eu des grands personnages qui ont défendu ces valeurs libertaires, notamment. Donc, c'était juste comme ça. Non, alors moi, j'ai pas lu le bouquin, mais je me demande, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que il y a un truc qui m'interroge dans le monde associatif, c'est comment est-ce qu'on permet ou facilite ou qu'est-ce qu'on met en place pour avoir des parcours de personnes qui, pardon pour le mot, mais qui s'engagent un peu plus que ce que tu disais là, en tant que bénéficiaire, en tant que bénévole, en tant à l'administration, dirigeant. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, moi, comme ça, qui me pose question parfois. Et puis parfois, je me dis, non, en fait, si les gens n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, puis voilà, on ne va pas se battre pour. Alors la question, ça rejoint ce que tu disais sur le fait de convaincre. Alors évidemment, on ne va pas avoir de l'injonction et convaincre ceux qui ne sont pas convaincables, mais quand même, pour moi, c'est important d'avoir, de se dire qu'il faut que ça continue derrière nous. Et c'est pour moi, c'est un peu confus tout ce que je dis, mais je parle en réfléchissant. Pour moi, dans Nuit debout, les Gilets jaunes, etc., MeToo, oui, c'est super. Enfin, moi, j'ai trouvé ça de grosses forces d'organisation, mais c'est hyper éphémère quand même. De fait de ne pas avoir été structuré, non, mais oui, les Gilets jaunes, ça dure depuis 1 an et demi, 2 ans. Enfin, c'est pas si éphémère que ça, mais Nuit debout, tu vois, je trouve que moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur. Je me dis, j'ai l'impression que c'est éphémère. Enfin, tu vois, comme c'est pas structuré, comme il n'y a pas d'assaut, il n'y a pas de... j'ai l'impression que ça, une fois que ça n'est plus là, c'est plus là, il n'y a plus rien pour transmettre, il y a plus enfin, c'est une impression, peut-être que j'ai tort, mais je parle là-dedans, mais ça sert à rien. Si, ça sert à enregistrer. Non, c'est pour réagir maintenant, puis redonner la parole après à Alexandre Abdine, et puis après on va... Mes humbles réactions, c'est pas des réponses, mais sur les États-Unis, en effet, c'est très paradoxal parce qu'il y a une tradition de lutte très très forte aux États-Unis aussi. On est un pays de révolution, mais enfin ils ont fait les leurs aussi, et voilà. Et du coup, ça questionne les façons de lutter, et notamment sur ce rapport à l'anarchisme aux États-Unis, il y a un rapport à l'État qui est très très différent en France et aux États-Unis. Et je pense que ça explique aussi nos façons de lutter différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, personne ne veut d'un État, personne ne fait confiance à un État, et même pas et surtout pas la gauche. Alors qu'en France, le projet de gauche est quand même de créer un État dans la croyance que l'État va être protecteur, etc. Ce qui est un peu différent justement d'un projet libertaire qui croit un peu moins à ça, mais qui veut quand même construire une collectivité protectrice. Alors qu'aux États-Unis, le concept de créer une structure qui soit protectrice, ils y croient pas. Et du coup, ça fait que leurs traditions de lutte sont différentes. Et donc sur la bataille, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur éducation populaire, community organizing, qui gagne. Évidemment, j'en sais rien. Moi, j'espère que c'est l'éducation populaire pour le monde concret, parce que je suis convaincue, moi, que la fin est dans les moyens, et que donc, moi, un monde qui ressemble à du community organizing, non, mais je veux pas. Enfin, moi, les États-Unis, j'en suis revenue traumatisée, j'ai pas envie d'aller vivre là-bas. C'est ultra violent, c'est vraiment très dur comme société, parce qu'on est vraiment dans une société du chacun pour soi. Donc moi, ce n'est pas cette société que je veux construire. Donc moi, j'espère que c'est l'éducation populaire qui gagne, que tu as un monde dans lequel la fin est dans les moyens, on est dans la cohérence entre nos valeurs et nos pratiques. En revanche, peut-être qu'on a un peu besoin du community organizing pour gagner. Et ça, on est dans ces contradictions-là. C'est-à-dire comment, à la fois, si on veut être tout le temps pur et en totale cohérence, en fait, on fait de l'élevage de brebis dans la Drôme. Et c'est très bien.
Mais du coup, comment est-ce que... ça pose la question de la violence, notamment. C'est toutes ces questions-là d'incohérence temporaire et qu'il est nécessaire d'assumer pour pouvoir les contrôler. Et justement, le danger, c'est de se faire dépasser par ces contradictions-là et que nos moyens deviennent supérieurs à nos fins. Et ça, c'est un truc dans l'organizing, et c'est ce que tu pointais aussi. L'organizing, en plus dans la façon dont il a été pratiqué à Aubervilliers, je suis bien placée pour le savoir, a complètement inversé les fins et les moyens. C'est-à-dire que le but est de mobiliser. Mobiliser pourquoi, on ne sait pas. C'est pas discuté, c'est jamais discuté. Par contre, le but est de faire bouger les gens. Mais parce que je pense aussi qu'en France, on n'a pas la même tradition que là-bas. C'est-à-dire que là-bas, l'organizing, c'est de la lutte. En France, l'organizing, c'est pas de la lutte, c'est du travail social. Et c'est un peu différent quand même. C'est-à-dire que les gens qui pratiquent l'organizing, c'est des gens qui viennent du travail social et qui se posent la question de la mobilisation. Ce qui rebondit un peu avec ce que tu disais, et aussi sur comment est-ce que les gens ont fait pour qu'ils soient non pas bénéficiaires, mais ils passent à acteurs, etc. Et déjà, rien que quand je commence à parler comme ça, je commence à parler des gens. Et donc, ça veut dire cette posture extérieure. Et ça, c'est vraiment central, moi, dans ce que j'ai compris de ce qui m'avait dérangé, c'est que la façon dont c'est compris en France, on se positionne en travailleurs sociaux, en animateurs, animatrices. D'ailleurs, la première tradition du bouquin d'Alinsky, donc Alinsky qui est le penseur de l'organizing, s'appelle « Manuel pour l'animateur social ». Donc on se positionne en extériorité et on pense pour les autres. Qu'est-ce qui serait bon pour les autres, pour que les autres se mobilisent, pour que les autres agissent, et on ne se pense pas en intériorité sur comment est-ce qu'on va lutter ensemble. Et là, je repose la question du « nous ». C'est qui le nous qui avons à lutter ? C'est quoi qui nous... Est-ce qu'on est là avec une posture extérieure pour le bien des autres ? Ou est-ce qu'on est là pour lutter ensemble ? Et ça, je pense que ça explique aussi le gros problème de l'utilisation de l'organizing en France, c'est qu'il l'utilisait en posture d'extériorité. Je ne sais pas si vous me suivez, mais ça veut dire qu'on utilise ces méthodes-là pour les autres. Et en fait, ça change tout. Parce que l'organizing, encore à la base, c'est du syndicalisme. Les syndicalistes dans les boîtes, ils ne sont pas extérieurs à la boîte. Bon, après, par des mécanismes bureaucratiques, ils peuvent le devenir. Mais à la base, le syndicaliste, il travaille avec les autres. Le ou la syndicaliste, il est dans les bureaux et du coup, il va passer de bureau en bureau, de poste en poste pour mobiliser ses collègues. Et il prend des risques aussi. Alors, il a une petite protection due à son statut, mais enfin, il est quand même dans le même bateau que tout le monde. Le problème dans l'organizing tel qu'on l'importe en France, c'est qu'on le pense dans une posture de travail social et en fait, on va essayer de faire bouger les autres et c'est ce qui s'est passé notamment, quand on fait bouger, on essaie de monter des mobilisations avec des gens, voilà, rien que quand on parle de gens, il y a un problème, je pense. En fait, ceux qui se mouillent, c'est les autres. Moi, je suis là, avec mon bac plus 5, ma vie tranquille, s'il y a un problème, j'y retourne. D'ailleurs, j'y suis retournée. Enfin, voilà. C'est pas du tout la même posture qu'une posture de syndicaliste qui va lutter avec ses collègues. Et je pense que c'est là qu'est la grande différence, c'est que on rentre en France avec cette envie, et c'est là, moi, où je fais la différence entre empowerment et développement du pouvoir d'agir. L'empowerment, pour moi, c'est un empowerment pour soi, collectif, mais pour nous. C'est-à-dire que via un mouvement social, on va avoir un processus d'empowerment et on va se transformer, on va développer nos capacités, on va prendre de la confiance et on va être capacité de faire plus. Et là, on vit collectivement un processus d'empowerment. Le développement du pouvoir d'agir, mais moi, personne ne dit « oui, je suis en train de développer mon pouvoir d'agir ». Non, on développe le pouvoir d'agir des autres. Et là, ça pose un problème. Moi, ça pose une question, en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même bateau, on est en posture travail social et c'est pas grave. Le travail social c'est utile, moi j'en viens, c'est nécessaire et malheureusement on est dans une société où c'est absolument nécessaire. Mais par contre ça pose la question de qui se mouille. Encore une fois, je sais plus quelle est, il y a un petit truc qui dit dans une omelette au jambon, la poule elle est concernée, mais le cochon. Le cochon, il est dedans, quoi. Voilà. Et là, c'est un peu pareil. On est la poule ou on est le cochon dans l'omelette au jambon quand on lutte avec les gens ? Parce que c'est bien gentil de donner un œuf, mais enfin, on continue sa petite vie tranquille. Hein. Le cochon, c'est plus là, c'est pas la même. Il prend un peu d'autres risques. Et du coup, voilà, c'est comment on se positionne là-dedans. Voilà pour une petite réaction. Voilà. Après, j'ai d'autres choses. Moi, je voudrais, dans le livre,
il est truffé, et j'adore finalement, de petites phrases comme des punchlines. Oui, alors celle-là peut-être, oui, des punchlines que l'on rencontre et qui illustrent alors, des phrases qu'on entend tout le temps. J'en ai noté par exemple une que j'adore, c'est par la lutte qu'on s'émancipe, ou alors tu as évoqué la fin justifie les moyens dans d'autres cas. Et alors il y en a une sur laquelle j'aurais m'arrêter, parce qu'à un moment tu écris tout n'est qu'opinion. Hein, tout n'est qu'opinion. Tout n'est qu'opinion. Hein. Tout ne serait qu'opinion. Donc, alors ça m'intéresse parce que d'un autre côté, tu rappelles aussi une phrase qui est célèbre de Madame Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative, hein, le TINA, there is no alternative, et qui fait dire que si tout n'est opinion, si c'est opinion, il devrait y avoir des alternatives, hein, puisque une opinion, par principe, ça se discute, et par principe, ça se discute. Et en fait, ça m'a ramené à cette réflexion qu'il y a dans le livre sur le rapport entre la bataille d'idées et la bataille des idées, puis la bataille de l'opinion publique. Et en fait, il y a plein de distinguos dans le bouquin qui opposent comme ça petit à petit des petits bouts de phrases, des petits concepts, des petites conceptions, et qui fait que moi, par exemple, quand on milite au sein des associations citoyennes, en disant que pour nous, une association citoyenne, c'est une association qui agit sur la société. Alors pour la transformer, pour l'améliorer, etc. On discutera, mais en tout cas qui se donne un enjeu de société. Et quand on est sur cette question-là, évidemment, la question de la bataille d'idées, elle est centrale. Parce que quelque part, on s'oppose, et dans le livre, tu rappelles beaucoup aussi à qui on s'oppose. On s'oppose à un système néolibéral. Voilà. Et est-ce qu'on est dans le camp du contre, par exemple, qui ne proposerait pas? Je ne sais pas, je me suis posé cette question. Est-ce qu'on est des fois dans le avec aussi, quand on va au ministère? Mais d'un autre côté, je trouve ce distinguo avec cette notion de la bataille de l'opinion publique, où là, on ne se bat plus pour des idées, mais on parle pour être majoritaire, pour gagner quelque chose. Et je trouve que cette opposition, du coup, je me suis dit, mais finalement, quand on travaille, nous, on est un collectif, donc on cherche finalement à avoir beaucoup d'associations citoyennes qui nous rejoignent, peut-être avec des points de vue différents. Finalement, quand on cherche à avoir beaucoup d'associations qui nous rejoignent, c'est pour agir sur les idées. Et je me disais, voilà, c'est pour un moment créer un rapport de force qui fasse que des idées que l'on souhaite développer sur ce que l'on pense de la société, eh bien, effectivement, elles prennent place dans la société, elles deviennent un moment incontournable, elles s'imposent, et peut-être sur un plateau de TF1 un jour ou dans d'autres endroits, parce qu'à un moment, on devient légitime à porter ces idées-là. Alors, je me posais toutes ces questions-là, et puis je le confrontais à autre chose, qu'on se trouve aussi un petit peu, tu l'évoques vers la fin du livre, et qu'on voit de plus en plus autour de la notion on appelle ça aujourd'hui la notion des solutions. Donc aujourd'hui, dans les rédactions, dans les journaux, il y a des journalistes de solutions. Il y a une association qui s'appelle Bleu Blanc Zèbre qui est spécialiste de cette question. Voilà, quelque part localement, on peut apporter des solutions aux maux de la société, on peut y répondre, mais quelque part, sans vraiment chercher à la transformer, la société telle qu'elle est, on vit dedans, on cherche juste à apporter ces solutions. Et d'ailleurs, c'est marrant c'est pas marrant du tout, mais le magazine de Philippe Bertrand sur France Inter, maintenant il le présente comme le magazine des solutions. Donc ça m'interroge un petit peu tout ça, parce que le rapport à l'action, par exemple, que l'on cherche à reproduire, évidemment, on se mobilise, on agit dans nos associations, dans les quartiers, on veut mettre en route la société, puis on est face à toute une série de notions que tu abordes dans le livre. Où est-ce qu'on se situe réellement par rapport à tout ça? Finalement, qu'est-ce que l'on cherche réellement? Est-ce qu'on agit pour soi quand on est association citoyenne ou un collectif? Est-ce que moi j'agis en tant que président du collectif des associations citoyennes pour que mon collectif soit plus fort? Dire, voilà, finalement, qu'on soit le mouvement associatif bis qui va pouvoir aller combattre à ce niveau-là, ou est-ce qu'on agit pour que les associations soient plus fortes et qu'elles se renforcent de leur coopération mutuelle? Et c'est le sens que nous, on veut y donner. Mais on voit bien qu'on peut très facilement basculer un moment ou un autre. Voilà, on marche sur une crête. Et je me dis que moi, j'aimerais toujours me référer à la notion qu'on est là pour mener un combat idéologique, parce qu'il faut le gagner. Et disons clairement, actuellement, on le perd. Parce que les médias, l'opinion publique, enfin pas l'opinion publique, l'opinion, les rapports de domination, ils imposent, ils nous écrasent en quelque sorte. Et toutes nos associations qu'on a, qui existent, qui travaillent sur leur segment, elles ne peuvent à un moment envisager de mener cette bataille d'idées uniquement au moment si elles trouvent des espaces communs
pour se réunir, discuter, voir qu'on agisse dans un milieu culturel, qu'on agisse sur le champ du social, qu'on agisse sur la question des migrants, par exemple. Toute cette diversité, on se dit, mais en face, est-ce qu'on est capable d'identifier l'adversaire? Est-ce qu'on a un adversaire commun? Est-ce que c'est un mythe, cet adversaire commun? Est-ce qu'il y a des combats que l'on peut mener en étant, comme dit Edgar Morin dans un livre, avoir de l'hospitalité pour les idées de l'autre? Comment est-ce qu'on se ménage des temps où on se dit, voilà, moi je suis dans ce combat-là, je ne peux pas mener tous les combats, mais je sais qu'il y en a d'autres qui agissent sur d'autres secteurs, et tout ça ensemble, ça crée une force. Et c'est cette force-là, parce qu'on travaille sur les idées, peut-être qui permet de gagner peut-être la bataille de l'opinion publique. Bon, bah, moi, je peux causer. Sur ce tout n'est qu'opinion et aussi sur l'organizing, moi j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais que l'arrivée de l'organizing, l'intérêt pour l'organizing en France, en fait, il arrive avec le néolibéralisme. Et qu'en fait, c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur les États-Unis et le rapport à l'État. En fait, les États-Unis est un pays extrêmement libéral. Et du coup, des luttes qui fonctionnent sur un mode libéral, c'est-à-dire qu'il faut se défendre chacun pour soi, et que si on ne défend pas notre intérêt, personne ne va le faire pour nous. Et ça, c'est très clair aux États-Unis. Et puis, c'est vrai surtout, encore une fois, là-bas, il n'y a pas de sécurité sociale. Si votre enfant a un cancer, vous n'avez plus qu'à faire la quête sur Internet. Et il faut ouvrir une bourse, voilà. Et puis sinon, il meurt. Je veux dire, c'est la vie. Pourquoi quelqu'un paierait pour le cancer de votre enfant? Franchement. Donc voilà. Donc du coup, il y a vraiment un truc comme ça qui fait qu'il y a besoin de se battre pour défendre ses intérêts. Personne ne va se battre pour les intérêts des autres, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est perçu comme légitime. C'est pour ça que là-bas, le lobbying est un outil démocratique, éminemment démocratique, parce que le lobbying est normal. Il faut que chacun défende ses intérêts, et c'est de la grande bataille des intérêts que va naître l'intérêt général. On attend de voir. Mais et voilà. En France, on n'a pas cette croyance-là, puisqu'on considère plutôt que le lobbying est un outil antidémocratique qui consiste à empêcher la formation de l'intérêt général. Je pense que la vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre, parce que déjà la notion d'intérêt général est compliquée. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Mais voilà. Mais du coup, le community organizing, pour moi, c'est un outil utile et nécessaire dans le contexte des États-Unis, dans le contexte libéral. C'est-à-dire que là-bas, il faut se défendre. Et si ça arrive en France aujourd'hui, je pense que c'est parce que le néolibéralisme est de plus en plus présent en France. Et que du coup, on est de plus en plus dans une situation où il faut qu'on défende notre beefsteak. Sinon, on est juste écrasé. On voit bien ce qui se passe, encore une fois, les retraites, toutes les luttes actuelles. Si on ne se bat pas, de toute façon, même en se battant, on n'a déjà pas gagné. Donc, si en plus on ne se bat pas. Donc, on a besoin de plus en plus de défendre notre beefsteak, parce que la notion d'intérêt général, etc., est complètement... déjà, elle a du mal à avoir une réalité, mais en plus, là, de moins en moins. Et du coup... Or, ce tout n'est qu'opinion, c'est une croyance du libéralisme. C'est-à-dire que justement, il n'y a pas de valeur supérieure au fait qu'on ait des intérêts. Et l'organizing est vraiment basé là-dessus. L'organizing, on n'est pas là pour se convaincre. L'organizing, c'est vraiment la pensée de la négociation. Moi, je suis nulle en négociation. Et j'ai compris un truc en apprenant le truc-là. C'est que moi, là, une négociation, je pensais que ça consistait à convaincre. Et à dire, allez, s'il vous plaît, non, mais il faut m'augmenter mon salaire parce qu'en fait, là, j'ai du mal à payer mon loyer. Non, en face, il n'a rien à foutre. J'ai du mal à payer mon loyer, c'est pas son problème. C'est une question d'intérêt. S'il veut me garder, il faut qu'il monte mon salaire. La négociation, ça porte sur des intérêts, ça porte pas sur des arguments. On met des arguments dans un débat d'idées. Dans une négociation, il n'est pas question de convaincre. Si on avait pu se convaincre, on se serait convaincu avant. Si on arrive à une négociation, c'est qu'on n'est pas d'accord, donc point. Donc à ce moment-là, il s'agit de débattre sur nos intérêts pour que l'autre ait finalement intérêt à lâcher du lest pour moi. Donc on est dans une démarche de rapport de force. C'est vraiment le community organizing, c'est cette pensée de la négociation. On n'est pas là pour se convaincre, on est là pour poser un rapport de force qui force l'autre à lâcher sur des choses. Et ça, c'est vraiment un principe du néolibéralisme qui considère qu'il n'y a que des intérêts, il n'y a que des opinions, et que donc on va... Le libéralisme, c'est la croyance suprême dans le contrat. C'est-à-dire que c'est le contrat qui est l'idéal dans la société sera parfaite quand il y aura des contrats entre tout le monde. Sauf que ça nie complètement le fait qu'il y a des oppressions et des mécanismes structurels qui nous dépassent, et que un contrat entre un opprimé et un oppresseur, c'est pas un vrai contrat, quoi. Même le droit du travail considère que le consentement n'est pas possible entre un patron et un salarié. Le rapport est tel que le consentement n'est pas possible.
On ne peut pas parler de consentement. Ça ne peut pas être un consentement libre quand le rapport de pouvoir est si différent. Et donc, le community organizing, il joue sur ce terrain-là. C'est-à-dire, il joue sur le fait qu'il va falloir qu'on obtienne des contrats. Alors, ça va être des contrats insatisfaisants parce qu'on n'est pas dans le monde idéal, mais il faut qu'on se batte pour obtenir les meilleurs contrats possibles. Donc les meilleures négociations. Et ça pose la question notamment à tous ces mouvements actuels qui mettent beaucoup la démocratie en avant, qui parlent beaucoup de démocratie. Et moi, c'est là où ça m'interroge aussi, parce que l'éducation populaire se pense beaucoup comme une pédagogie de la démocratie, et cette croyance qu'on va améliorer la démocratie, et quand on aura amélioré la démocratie, c'est bon, tout ira bien. Et que nos problèmes sont des problèmes démocratiques. Moi, c'est quelque chose, à la fois, je suis tout à fait pour améliorer la démocratie, c'est pas de problème, mais par contre, la démocratie n'est possible que quand il n'y a pas de rapport d'oppression. Faire de la démocratie quand il y a des opprimés et des oppresseurs, c'est bien gentil, mais enfin, en fait, c'est compliqué de considérer qu'on a tous le même pouvoir quand, en fait, c'est pas le cas. Donc, pour moi, lutter pour la démocratie, c'est lutter contre les oppressions, c'est rien d'autre. Le jour où il n'y aura plus d'oppression, on sera en démocratie, enfin, on pourra être en démocratie. Tant qu'il y a des oppressions, la démocratie est forcément imparfaite. Donc lutter pour la démocratie, c'est lutter contre les oppressions, pour moi. Et donc, or, beaucoup de mouvements actuels posent la démocratie comme objectif ultime. Et du coup, mettent complètement de côté la question des oppressions. Donc on est uniquement sur des questions de procédure, de comment on va améliorer la procédure pour avoir des meilleures procédures démocratiques. Mais en fait, avoir de meilleurs... Enfin, c'est comme la démocratie participative. Tu disais, ça intéresse que ceux qui y sont. Oui, je suis très d'accord. J'aime bien j'ai noté d'ailleurs la formule, elle est très bien. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire arriver dans un conseil citoyen? Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a rien à y faire, mais quand de toute façon, les écarts de pouvoir sont tels qu'on peut causer, quoi. Enfin, voilà. Et donc... améliorer les procédures, et ça a été le problème sur Nuit debout, sur une partie de Nuit debout, parce que c'est pas que ça, Nuit debout, mais une partie de Nuit debout, c'est complètement concentré sur ces procédures, et c'est complètement enlisé dans des questions de procédure, de comment on va gérer nos fonctionnements collectifs. Et à la fois, c'est sain comme sujet, et puis moi, là, c'est là où je pense que c'est pas éphémère, parce que ça crée beaucoup de politisation, et aujourd'hui, on est quand même dans une période où depuis 40 ans, on perd, hein, on va parler. Donc voilà. Donc même les mouvements structurés, même le syndicalisme aujourd'hui, il perd. Donc voilà. Donc c'est pas tant pour moi, c'est pas tant une question de structuration qu'une question malheureusement de défaite, et que donc on fait comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements, puis après ça baisse, et puis il y a des mouvements, puis ça baisse. Donc ils sont plus ou moins structurés, mais bon, moi ça me porte plutôt de l'espoir de voir tous les mouvements qui ont lieu en ce moment. Mais bon, c'est mon besoin de voir de l'espoir quelque part. Mais du coup, avec cette question, je trouve qu'aujourd'hui, par contre, beaucoup de ces mouvements-là se focalisent sur leurs procédures. Et à la fois, c'est sain parce que finalement, en parlant de procédures, ils parlent d'oppression, mais du coup, se limitent aussi beaucoup à leurs oppressions internes. C'est-à-dire comment on essaie d'être démocratique en interne, ce qui est très important. Mais, et ça pose toute la question, voilà, sur les alliés, les premiers concernés, qui sont des questions fondamentales. Et à la fois, comment on ne les pose pas... Je suis hyper... j'ai écrit ce livre parce que j'arrivais pas à m'en sortir avec toutes ces questions, et aujourd'hui je m'en sors toujours pas très bien. Voilà. Mais c'est plein de contradictions, et à la fois il faut lutter en interne contre les oppressions en interne, et à la fois c'est surtout en externe qu'il faut qu'on lutte. C'est entre nous certainement, et puis lutter entre nous, ça permet d'avoir prise, parce que c'est plus facile de lutter entre nous sur les oppressions entre nous que de lutter dans le monde, quoi. Donc il faut commencer là où on est. Et à la fois... créer des fonctionnements parfaits, d'une part c'est pas possible, et puis en plus on les crée qu'entre nous, et or voilà, bon bref, je tourne en rond, mais bon voilà, bref, lutter pour la démocratie, pour moi c'est lutter contre les oppressions, et donc ça nécessite, enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'espère que l'éducation populaire va gagner, mais je pense qu'on a peut-être besoin d'un peu d'organizing, voilà. D'efficacité. Ouais, mais ça veut dire quoi, efficacité? Enfin voilà, non, bref. Alors, je vais poser une question que j'espère pas trop confuse.
Déjà, quand ça commence comme ça, c'est mal parti. Non, alors, j'ai bien entendu ce que tu as dit et tu espères que l'éducation populaire va gagner. Et que pour ça, on a sûrement besoin de communauté organizing. Moi, la question que je me posais, en fait, c'était de savoir dans quelle mesure est-ce que la notion des droits culturels ne peut pas nous aider à envisager autrement le community organizing et donc à le rendre encore plus efficace dans la perspective où il viendrait aider l'éducation populaire à gagner. C'est-à-dire que le community organizing tel que tu le décris, que moi je ne connais pas très bien, le problème c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute finalement. C'est-à-dire qu'on fait du porte-à-porte, mais finalement on n'écoute pas tant que ça les gens, leur identité, ce qu'ils ont, etc. Alors que les droits culturels, c'est justement une posture d'écoute. Et que, en gros, si on alliait une posture d'écoute avec ce souci d'efficacité stratégique dans le community organizing, on permettrait peut-être de revivifier davantage l'éducation populaire. Il y a peut-être là une piste. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup. Et en fait, c'est juste des réflexions ou surtout des questions, en fait, parce que j'ai pas de réponse à ça. J'ai l'impression que l'une des difficultés... Vous m'entendez plus fort, d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, un des soucis, c'est qu'on arme ceux qui nous désarment, en fait, on les finance, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau dans la rue, tout simplement, l'intervention policière, etc. Et qu'on ne s'arme pas, on ne se finance pas par ailleurs, ou qu'on ne crée pas la possibilité, ce qui avait été le cas avec la création de la sécurité sociale, avec la création des syndicats, etc. Et que même parfois plus loin, on va jusqu'à, pour partie, désarmer ou déstabiliser ceux qui essayent de s'organiser. Je prends juste un exemple, c'est dans le mouvement syndical. En France, il est assez facile de critiquer des personnes qui s'engagent pour négocier des accords qui sont souvent au moins 10 ans, mais qui disent déjà quelque chose, sans avoir eu à s'engager soi-même, parce que effectivement, on s'expose à des attaques de la direction. Et je pense que peut-être que l'une des questions et l'une des pistes d'action serait plutôt justement d'essayer justement d'avoir un minimum de mise en sécurité dans le travail collectif sur le fait de s'armer les uns les autres et de, ne serait-ce que pour commencer, de prise de conscience du fait qu'aujourd'hui, on finance ceux qui ont la capacité de nous désarmer concrètement. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Si vous voulez réagir aussi, n'hésitez pas. Non, moi je pense que cette question d'oppression, en tout cas, je pense qu'on pourrait continuer à y réfléchir, peut-être pas maintenant, en tout cas nous on va y réfléchir, parce que c'est vrai que s'armer, désarmer, bon c'est un peu... on est dans la... Mais cette question de comment finalement on arrive... à ne plus agir que pour je sais pas comment, s'auto-alimenter, et finalement on est dans le on fait plus avec. Alors je trouve que c'est bien mieux quand on réfléchissait avec le GRAGEP, on disait les publics les plus exclus, les plus éloignés, les sans-voix, etc. Je préfère vraiment le terme de premier concerné. Et donc comment on arrive à faire que c'est vraiment ces premiers concernés, ils aient la parole et ils puissent être moteurs. Et je pense qu'on est en fait facilement nous-mêmes des opprimeurs, on dit ça, opprimeurs, oppresseurs, pardon. Je me disais opprimeurs, ça va pas. on est nous-mêmes, on est très facilement des oppresseurs. Et justement, quand on réfléchit un petit peu trop aux modalités, etc., aux règles, et que finalement on laisse pas la place pour l'auto-organisation, l'autogestion, à partir de vraiment des idées des premiers concernés. Comment on peut être... Alors j'ai bien aimé, puis justement je l'avais trouvé bien il y a quelques semaines, et je me suis dit, ça existe, allié, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut que je lise plus souvent parce que je découvre des choses, mais comment on est vraiment allié et comment on arrive à ne pas être au-dessus dans l'organisation.
Je pense que c'est le cas effectivement dans les syndicats, mais si nous on regarde dans nos petites associations d'éducation populaire, on peut aussi vraiment se poser la question. Et je ne suis pas sûre, je réagis juste à ce que j'ai appelé la mixture là, entre éducation populaire, community organizing, etc. Ce que disait Jean-Baptiste, je crois. Je crois que faut qu'on se méfie vraiment on est encore dans l'organisation en fait. On est encore dans le comment il faut faire, alors que je pense qu'il faut vraiment qu'on soit dans une beaucoup plus grande écoute de comment on peut faire très différemment et comment on doit se laisser bousculer dans nos pratiques par des idées qui viennent des premiers concernés. Et que ça, on n'arrive pas bien à le faire. En tout cas, moi, je trouve qu'on n'arrive pas bien à le faire. On y réfléchit. Je vois d'autres structures qui réfléchissent, mais c'est pas si simple. Et c'est vrai que dès qu'on a des salariés, c'est pas si simple parce qu'effectivement, on a quand même des institutions avec lesquelles on est obligé de négocier. Et même si on n'est pas d'accord et qu'on le dit, on est quand même obligé de... il y a un rapport de force qui n'est pas évident à déplacer, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais bon. Alors, je voudrais juste, il me semble que le terme d'allié, c'est un terme qui était en tous les cas développé par ATD Quart Monde, qui effectivement a une forme, un travail qui est fait de conscientisation entre guillemets, qui est tout à fait remarquable. On peut critiquer certains aspects, mais en tous les cas, pour en avoir été témoin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je pense qu'effectivement, on peut s'inspirer de ce travail qui est fait avec les populations qui n'ont pas l'habitude d'être visibles et de prendre la parole. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire aussi sur la question du mouvement social et la façon dont on peut agir en tant qu'allié avec les personnes, c'est aussi de prendre conscience effectivement du rapport de domination et qu'on peut être un dominant à un moment donné ou une dominante à un moment donné. Et donc, voilà, c'est comment fait-on pour prendre conscience justement, je pense par un contact, parce que les gens nous le disent très très vite, peuvent très très bien l'exprimer. Et il faut savoir aussi l'accepter, ce qui n'est pas toujours évident d'un point de vue personnel. Donc je pense que c'est important d'être à un moment donné déstabilisé parce que ce qui s'exprime, c'est aussi un rapport de domination dont on prend conscience en tant que dominant, mais voilà, on prend conscience du rapport. Troisième point et dernier point très rapide. Sur la question du mouvement social, des mouvements qui sont toujours en fait dans l'urgence. C'est-à-dire quand il y a urgence, c'est-à-dire que ce soit pour des raisons sociales ou pour des raisons politiques, on va avoir effectivement une forme de mobilisation rapide avec souvent des processus démocratiques. Je pense notamment, on est quand même rue Bruno, donc on peut regarder aussi ce qu'ont fait les groupes d'autosupport d'usagers de drogue, par exemple, qui se sont constitués pour faire valoir un certain nombre de droits, notamment le droit à la santé. Il n'empêche qu'à l'intérieur du mouvement, on voit que ce n'est pas porté forcément par tous les usagers de drogue, mais ceux qui sont de catégorie sociale un peu plus aisée, mais en tous les cas, c'est quand même intéressant. Donc tout ce qui est autosupport d'une manière générale, c'est une forme de mobilisation qui est assez intéressante puisqu'elle est prise par les personnes. C'est aussi une confrontation au savoir des autres. C'est pour ça que dans le livre, tu as refusé de faire une bibliographie. C'est dommage parce que je pense que les savoirs savants ou les savoirs, produits par la science, il faut que ces savoirs-là se confrontent aux savoirs de l'expérience. Et que finalement, quand un groupe se mobilise, c'est aussi par confrontation avec ce qui peut apparaître comme oppressant à un moment donné, c'est savoir qui vous disent voilà comment vous êtes et qui vous êtes, mais où il y a la construction de savoirs savants qui ne se font pas de cette manière-là non plus. Donc le rapport à l'altérité, justement, ne pas rester non plus entre soi lorsqu'on est opprimé, le rapport à l'autre est aussi un élément, me semble-t-il, intéressant. Peut-être on va aller vers une conclusion, peut-être pour avoir le temps de boire un pot ensemble. Alors si quelqu'un veut intervenir, c'est maintenant, qui se donne à jamais.
Est-ce que quelqu'un veut intervenir, faire une remarque? Tu veux dire un petit mot de conclusion? Je sais pas si c'est une conclusion, mais ouais, voilà. Mais ouais, juste sur le lien, parce que j'ai été un peu dure tout à l'heure sur le travail social et je voudrais revenir là-dessus. Parce qu'encore une fois, je suis moi-même engluée dans ces contradictions, donc de temps en temps, j'ai des trucs qui dépassent mes pensées. Et justement, je pense que c'est aussi le truc du bouquin. Moi, je viens du travail social, je viens de l'éducation populaire, etc. Je suis arrivée dans le militantisme en trouvant pas forcément, enfin en étant dérangée par la posture militante, parce que justement, moi je viens d'une posture travail social et que je pense, enfin je trouve qu'elle est meilleure, et donc voilà, et que du coup, cette posture d'écoute, cette posture d'attention, elle existe beaucoup moins dans le milieu militant et je pense que le milieu militant se renforcerait tellement. Autant le milieu du travail social, je pense qu'il ne peut pas devenir plus militant de par ce qu'il est. Le travail social, c'est le travail social. Voilà. Et on peut faire plein de choses, mais c'est pas là que se passe exactement le militantisme. C'est deux choses différentes qui se complètent. En revanche, je pense que la posture militante aurait tellement à gagner à comprendre cette posture du travail social. Et tout à l'heure, quand je t'entendais parler, c'est une parole qu'on n'entend pas dans le milieu militant. Et autant dans le milieu militant, il y a plein de travailleurs sociaux, évidemment, il y a plein d'éducateurs, d'éducatrices, enfin voilà, évidemment, ces gens sont partout, mais c'est deux postures différentes, et moi, c'est quelque chose qui va, voilà, c'est là où dans l'organizing, moi, je me suis intéressée à l'organizing comme étant une possible jonction entre le travail social, l'éducation populaire, etc., et le militantisme, parce que je recherche cette jonction et je ne l'ai pas trouvée dans l'organizing, et je ne l'ai toujours pas trouvée. Alors, il y a des gens qui font cette jonction, évidemment, mais par contre, en tant que structure, je ne trouve pas. Donc, voilà, c'est-à-dire cette capacité à être dans l'écoute, dans l'attention, dans le réel, en fait, dans le réel de la souffrance des gens, de la souffrance de la société, etc., et non pas dans la conviction un peu déconnectée, quoi. Et du coup, lier ces deux choses, parce qu'à la fois, quand on est englué dans la souffrance du réel, on fait déjà ce qu'on peut là où on est. Donc en fait, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Et c'est des métiers où on souffre beaucoup parce qu'on est lié, enfin, on est tout de suite acculé à la limite de ce qu'on peut faire. Et enfin voilà, donc du coup, j'espère qu'il y a un lien possible entre ces deux postures, parce que justement sur ce que tu disais peut-être, JB, par rapport à la posture d'écoute, voilà, l'organizing est censé être dans une posture d'écoute, donc une posture un peu travail social. D'ailleurs, Alinsky, à la base, est un travailleur social. Enfin, il a eu une formation de sociologue, mais à la base, c'est un travailleur social insatisfait. Beaucoup de gens qui s'intéressent à l'organizing sont des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales insatisfaites de leur posture, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus penser pour les autres, qui ne veulent plus établir des diagnostics sur des situations et voilà, et qui veulent au contraire partir de ce que veulent les gens et de ce qui leur semble possible. Et le problème, c'est qu'en organizing, comme l'a fait Envol les moyens, cette posture-là, elle se transforme en posture de manipulation un petit peu. C'est-à-dire que, très clairement, le porte-à-porte, les méthodes de porte-à-porte ont été établies avec des vendeurs d'encyclopédies. C'est les mêmes méthodes. Et alors, si je ne parle pas de désir et d'envie, je vais vérifier, mais si c'est le cas, c'est grave. Mais c'est possible. C'est possible parce que dans l'organizing, on ne parle pas de désir et d'envie, on parle de colère. On va chercher les colères, et toute la méthode à la porte, la méthode de mobilisation, va utiliser l'énergie de la colère. Parce que c'est vrai que pour se mobiliser, pour sortir de toutes les contraintes qu'on a toutes et tous, on a besoin d'énergie. Enfin, se mobiliser, c'est hyper compliqué. Déjà, il faut admettre ça et non pas culpabiliser l'absence de mobilisation. C'est quand même super dur. En gros, il faut être relativement privilégié pour avoir le temps de se mobiliser. Donc, la colère, c'est une source d'énergie. C'est le principe de base là-dessus. Et donc, à la porte, à la première rencontre, posture de mobilisation, on est dans une posture d'écoute puisqu'on va aller chercher les colères des gens. Le problème, c'est quand on chope cette colère, là, on a la méthode des vendeurs d'encyclopédies pour transformer cette colère en engagement. On y vient. Et à la fois, voilà, moi, ça me posait question parce que c'est vrai qu'on ne fait rien avec des gens qui ne sont pas là. Donc, la première étape, c'est que les gens viennent. Et on a tellement de mal, on le sait tous et toutes, à faire venir les gens. Et donc, on se disait, on manipule sans doute à la porte, mais après, le but de cette manipulation, c'est que les gens viennent en assemblée collective, et là,
on les manipulera plus. Là, les gens, ils sont ultra majoritaires, ils discutent entre eux, s'ils veulent pas revenir, ils viendront pas. Enfin, donc voilà, est-ce que la fin en vaut les moyens? C'est toujours la même question. Et jusqu'où la fin en vaut les moyens? Il n'y a pas de réponse à ces questions-là. Voilà. Mais sur ce que tu disais sur créer nos outils, nos protections, ça refait le lien avec on est autonome que si on est solidaire. Et c'est encore un truc qui est très pris en compte par l'organizing, mais c'est aussi un des principes du syndicalisme, de créer une solidarité. Et la mission, certaines pratiques d'organizing, c'est l'organizer, c'est la règle des 3 O. Un organizer organise une organisation. Et c'est là où on inverse la fin et les moyens, c'est-à-dire que le but n'est plus ce pourquoi on se bat, le but est de mobiliser et de se regrouper. Et il s'arrête là. Se regrouper pour quoi faire, c'est pas toujours discuter. Mais du coup, le but de l'organizer, c'est pas de décider à la place des gens ce sur quoi ils vont bouger. Le but de l'organizer, c'est que les gens se regroupent pour bouger. Et moi, là, c'est là aussi où ça m'a posé un problème à Aubervilliers, c'est qu'à un moment, j'ai dit, là, en fait, je suis en train de créer des organisations, de créer du pouvoir, comme on disait. En fait, je ne sais pas à quoi les gens ils veulent s'en servir. Et à la fois, dans une posture travail social, éducation populaire, moi, j'ai la tradition de travailler avec tout le monde et de ne pas avoir de jugement sur qui sont les gens, parce que, en fait, ce n'est pas à moi de juger qui ils sont. Je ne suis pas là pour ça. À la fois, quand je suis en train de les former pour avoir du pouvoir, pour lutter, etc., en fait, j'ai pas envie de lutter pour n'importe quoi, là, je suis plus d'accord. Et du coup, ça m'a aussi fait des nœuds dans la tête, c'est-à-dire que Roger, en centre social, ça me dérangerait pas de travailler avec lui. Mais là, Roger, le former à négocier, à monter des coalitions, à aller faire alors que je sais qu'il est raciste, en fait, ça me pose un petit problème. Et donc, comment et qui je suis pour avoir le droit de... Enfin, voilà, bref, nœuds dans la tête, je ne vous raconte pas. C'est peut-être la conclusion, c'est les nœuds dans la tête, voilà. Merci. Merci. Donc, merci encore à l'accueil de l'association de la salle Saint-Bruno. Voilà, c'est très agréable dans une salle quand même. C'est pas tout le temps qu'on est dans une salle comme ça en réunion. Hein. Il faut quand même, c'est bien. Si vous voulez aussi, vous pouvez suivre l'actualité du collectif des associations citoyennes sur les réseaux sociaux ou sur notre site. Hein. Et si vous voulez être invité à la suite, recevoir les invitations pour les prochaines conférences que l'on fera. Oui, j'ai dit le mot conférence, oui. C'était pas tellement ça. Mais n'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées sur les feuilles dans le fond de la salle.